Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue à la Serre, cette ferme urbaine sur les toits de Paris qui nous accueille ce soir. Alors je suis Constance de Bonaventure, journaliste, et je serai avec vous tout au long de cette soirée. Je tenais tout d'abord à vous remercier infiniment au nom du LEM pour votre présence ce soir pour cette 5e édition des Trophées Pacte, où nous allons donc ce soir récompenser de très beaux projets portés par des entreprises du médicament, des projets exemplaires en termes de RSE, de gouvernance, de performance sociale, sociétale et environnementale. Alors avant ça, je vous propose plusieurs rencontres. Après Thierry Hulot, président du LEM, ce sera au tour d'Étienne Klein de s'exprimer. Nous accueillerons ensuite une table ronde où 4 intervenants nous donneront des pistes pour une transformation RSE réussie. Et puis, nous entendrons également Laurence Perrault, la toute nouvelle directrice générale du LEM. Alors tout de suite, sans plus attendre, j'invite donc Thierry Hulot à me rejoindre sur scène. Thierry Hulot, donc président du LEM. Bonsoir Thierry. Alors Thierry, vous allez revenir pour nous ce soir sur les engagements des entreprises du médicament en matière de RSE. Tout d'abord, je crois que c'est la 5e fois que j'assiste un peu à cette soirée maintenant qui est un rendez-vous annuel du LEM. Et ce qui me surprend ce soir, c'est peut-être le nombre d'entre nous qui ont libéré leur soirée pour être là. Ça montre que petit à petit, on s'engage tous une étape de plus. Alors, quand on entend parler maintenant tous les jours de cette urgence climatique, les engagements RSE, ça va au-delà de l'urgence climatique, même si la température dehors ce soir montre que la température monte et qu'il y a urgence à agir. Au-delà de ça, on le sait tous, on est confronté, et c'est quelque chose qui, pour le pharmacien que je suis, est insupportable, à ces pénuries sans fin de médicaments. On est confronté à comment améliorer la place du patient dans le parcours de soins. On est confronté tous les jours à comment on améliore nos entreprises en termes de transparence, en termes d'inclusion. Les chantiers qu'on a devant nous en termes de responsabilité sociétale sont absolument colossaux. Et quand on regarde 2 minutes dans le rétroviseur, on voit que ce sujet maintenant, qui est dans l'actualité un peu tous les jours, je suis extrêmement fier de voir que mes prédécesseurs au LEM l'avaient déjà porté il y a plusieurs années. Que du coup, ce soir, ce n'est pas la première fois qu'on se voit, ce n'est pas le premier constat qu'on fait. Ce soir, on est là pour partager les bonnes pratiques et puis aussi mesurer les progrès. Et un des challenges, quelque part, qu'on s'est fixé au sein des entreprises du médicament, c'est d'aider chaque entreprise, chaque adhérent, plus de 270 entreprises, plus de 100 000 collaborateurs, à se mettre en marche dans cette transition écologique. Alors, ce qui est souvent difficile, c'est on parle beaucoup de transition, mais transition, qu'est-ce que ça veut dire? Comment on rentre en transition? Et c'est pour ça que ce soir, on est très heureux d'accueillir comme invité un peu surprise Étienne Klein, chercheur au CEA, qui va justement nous parler de comment on entre en transition. Et si j'ai une ambition, c'est que tous, ce soir, en rentrant à la maison, on ne sera plus jamais lost in transition, pour faire une analogie au film éponyme. Mais une fois qu'on s'est mis en marche, qu'on est rentré en transition, il est hyper important de ne pas réinventer la roue tous les matins. Et il y a énormément d'entreprises, en dehors de la pharma, qui font des trucs super, qui font des trucs mieux que nous, et dont on peut apprendre énormément. Et donc ce soir, vous aurez une table ronde qu'on va appeler quelque part 0% pharma, 100% autre industrie, pour un peu ouvrir nos chakras. Puis ensuite, on partagera aussi ce que nous, au sein de nos entreprises, ce que vous, plus exactement, dans vos entreprises, vous faites d'absolument génial. Et là, je voudrais vous raconter une anecdote un peu personnelle. Il y a 5 ans, la première fois que Thomas Borrell m'a invité à cette soirée un peu du LEM, j'ai été stupéfait de voir que l'on remettait un prix à un truc que j'ai trouvé génial, une entreprise qui avait fait un partenariat avec l'Institut national contre le cancer et qui disait écoutez, il y a une bonne nouvelle, notre entreprise fait des anticancéreux,
Donc il y a de plus en plus de gens qui guérissent, donc de collaborateurs qui guérissent, et qui, après un cancer, reviennent au travail. Comment on les accueille? Et c'est tout le programme que l'INCa a mis en place, Cancer et Travail. Je suis rentré à la maison à Lyon, chez Merck. Le lendemain, j'ai convoqué mon équipe de direction et j'ai dit, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? 5 ans plus tard, toutes nos ressources humaines, tous les collaborateurs des ressources humaines ont été formés à comment accueillir un diagnostic de cancer ou de maladie chronique. Parce que ce que l'INCa raconte beaucoup mieux que moi, c'est souvent le manager n'est pas équipé, un collaborateur lui dit j'ai un cancer et le manager se met à pleurer. Ça n'aide pas le patient. Donc on a formé nos équipes en interne, on a formé sur chaque site industriel quelqu'un à l'écoute, et ça, c'est grâce à une soirée comme ce soir. Et donc mon ambition ce soir, elle est au même niveau, c'est de rentrer à la maison avec une idée qui m'aidera à faire bouger mon entreprise. Une idée qui m'inspirera. Puis quand on parle d'inspiration, alors oui, vous allez le voir, il y a tout ce qu'on va partager en bonne pratique, tout ce qu'on a fait cette année. Et Laurence Perrault, la nouvelle directrice générale du LEM, en parlera beaucoup mieux que moi. Mais ce que l'on a fait collectivement, nous, entreprises du médicament, cette année, est impressionnant. Et je voudrais juste en citer quelques exemples. On a trouvé un accord pour accompagner chacun dans la feuille de route de sortie du plastique. On a signé un plan de décarbonation. On a signé un accord de branche sur la transition écologique. Donc, on a aidé tous nos adhérents à se mettre en marche. Et puis, si on regarde au-delà de ça, dans ce qui est inspirant, on s'est dit, aider à se mettre en marche, c'est bien, mais on a besoin de mesurer le progrès. On a besoin d'être brutalement honnête sur ce qu'on fait bien et ce qu'on ne fait pas bien. Et c'est tout le rapport Pacte qui vous sera présenté tout à l'heure pour l'année 2023 et qui montrera qu'en un an, oui, on a progressé dans à peu près toutes les dimensions, mais il y en a certaines où on est encore sacrément à la traîne et le challenge, il est encore devant nous. Et je crois que c'est cet engagement du LEM, des entreprises du médicament, de regarder la réalité en face et de se mettre ensuite collectivement au travail. Et donc, c'est tout ça que l'on va partager ce soir, en prenant le temps de célébrer les bonnes pratiques. Et puis, on n'y arrivera pas, bien entendu, si les entreprises ne sont pas porteuses, ne sont pas relais, mais surtout si nos collaborateurs ne nous mettent pas régulièrement un coup de pied au derrière. Et c'est aussi une énorme source d'inspiration. Au sein de mon entreprise, quelques collaborateurs sont extrêmement engagés dans la transition écologique, la démarche RSE, et quelque part servent positivement d'aiguillon. Et m'ont amené plusieurs fois à réfléchir. Et du coup, depuis l'an dernier, ce qui a changé dans mon comportement, c'est que je suis certains d'entre vous, un peu discrètement sur LinkedIn, qui postent des exemples de comment, en tant que citoyen, comment, en tant que membre d'une entreprise, je peux agir différemment. Et ce soir, j'ai décidé d'en citer un qui m'a inspiré il y a une quinzaine de jours, qui est Alexandre Bréant de Roche, qui a publié, l'équipe Roche, on est tous allés de Paris à un congrès d'oncologie à Madrid. Tout le monde a pris l'avion. Quelque part, j'ai dit non. Parce que si j'y vais en train, voilà l'impact carbone. Et j'ai trouvé ça super inspirant, d'avoir le courage de le dire de manière positive, et d'essayer d'encourager notre communauté à se dire, finalement, est-ce qu'on ne peut pas travailler différemment? Et ça a renforcé mon engagement personnel à dire, 2023-2024, tu divises ta consommation d'avion sérieusement. Et donc j'espère ce soir que vous m'inspirerez de nouvelles idées et surtout que vous serez inspirés et qu'en rentrant chez vous, vous contaminerez vos proches, mais surtout demain matin vos entreprises. Excellente soirée à tous. Constance, à toi. Merci beaucoup Thierry Hulot pour cette belle introduction. Alors j'ai maintenant la grande joie de vous présenter notre invité d'honneur, Étienne Klein. Vous pouvez me rejoindre. Alors ce soir, vous allez nous aider à interroger la notion de changement et peut-être à redonner vie à l'idée de progrès. Je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Donc bonsoir à toutes et à tous. Merci pour cette invitation qui m'honore, qui m'angoisse parce que je connais rien à votre secteur. J'ai passé ma visite médicale professionnelle la semaine dernière. Le médecin m'a demandé si je prenais des médicaments.
J'ai été honnête, j'ai dit non. Et en disant non, je me suis rendu compte que c'était là un handicap pour venir vous parler ce soir de façon légitime. Donc il y a deux possibilités. Soit je parle de votre secteur d'activité sans rien y connaître, c'est-à-dire en cédant à l'ultra-crépidarianisme que je dénonce par ailleurs, soit j'en parle pas et je trouve une connexion plus ou moins sérieuse entre ce que vous faites et ce que je fais. Et il se trouve qu'au CEA, au Commissariat à l'énergie atomique, on travaille beaucoup sur la transition énergétique ou bien écologique, ça dépend de l'appellation qu'on lui donne. Et donc on se pose des questions analogues à celles qui viennent d'être citées par votre président sur le fait que dans certains secteurs, les perspectives qui sont étayées par des études scientifiques sur le changement climatique, la raréfaction des ressources, la biodiversité qui se réduit, divers types de pollution chimiques ou autres de l'océan, des sols, de l'air, etc., nous font voir qu'on ne peut pas continuer de la même façon. Et l'idée de transition, elle est une sorte d'impératif qui vient nous dire vous allez devoir changer certaines choses pour que les choses continuent. Et je me suis rendu compte, en faisant un petit travail sur l'orthographe, que le fait qu'on dise que votre secteur d'activité est un secteur qui rassemble des gens qui ont un moral d'acier, et parfois on entend dire qu'au contraire c'est un secteur très déprimé, et j'ai trouvé l'explication dans le fait que le médicament a une anagramme qui est deux anagrammes qui sont ambivalentes. La première anagramme qui explique que vous avez un moral d'acier, c'est que le médicament a pour anagramme médecin métal. Et le fait que vous soyez déprimé, c'est bien du fait que le médicament a pour anagramme mental décimé. Voilà. Bon, j'espère que tout ça n'est qu'un jeu de langage et que le hasard qui prévaut à l'ordre des lettres n'a aucune importance. Mais pour être plus sérieux, en effet, comme l'a annoncé notre présentatrice, il faut interroger la notion de changement. Et je vais essayer de vous montrer que la notion de changement est une notion qui, elle aussi, comme l'anagramme en question, est paradoxale. En fait, quand on justifie le fait qu'il faut faire une transition, c'est parce que les discours sur le futur sont plus du tout de même nature qu'il y a quelques décennies. En gros, l'idée de progrès est une idée dont on trouve de multiples définitions, mais qui, grosso modo, demande un travail intellectuel. Croire au progrès, c'est faire l'effort intellectuel de configurer le futur à l'avance d'une façon qui est à la fois crédible et attractive. Crédible parce que le progrès, ce n'est pas l'utopie. Il ne s'agit pas d'inventer un monde complètement différent d'une autre, sans indiquer par quel chemin on pourrait espérer l'atteindre. Et justement, c'est la science, la technique, qui donne une certaine crédibilité au scénario qu'on envisage. Et il faut aussi que ce soit attractif, parce que l'idée de progrès n'est pas automatique. Il ne suffit pas d'y croire pour qu'il se fabrique. Il va falloir travailler à faire advenir ce futur qu'on a configuré à l'avance et qui nous semble désirable. Pour le dire en une phrase, qui résume d'ailleurs la pensée de Kant, qui a beaucoup travaillé sur cette idée de progrès, croire au progrès, c'est accepter de fabriquer, de sacrifier, du présent personnel au nom d'un futur collectif. Et donc il faut adhérer à une certaine philosophie de l'histoire. Et pendant très longtemps, on a cru au progrès d'une façon un peu naïve. Et la science donnait l'espoir qu'on pourrait en effet fabriquer un futur qui sera crédible et attractif. Et aujourd'hui, quand les scientifiques parlent du futur, alors je ne parle pas des scientifiques qui parlent de cosmologie, de physique des particules, de trous noirs, de bosons de Higgs, qui eux continuent à nous faire rêver. Si vous regardez les images récentes du télescope James Webb, absolument incroyable, dans l'infrarouge, on voit des choses qu'on n'avait jamais vues. Ça remet en cause d'ailleurs certaines choses qu'on croyait certaines en cosmologie, ou bien les images plus récentes du télescope spatial Euclide. Voilà, des choses qui nous font rêver. Mais quand on parle de scientifiques qui travaillent sur les sujets que j'ai évoqués tout à l'heure, le climat, la biodiversité, etc., ce qu'ils disent du futur est à la fois crédible et pas attractif. Et c'est peut-être pour ça que voilà, la notion de progrès est de moins en moins citée. On a pu compter ça à l'Académie des technologies avec des logiciels qui comptent l'occurrence des mots dans les phrases contenues dans les discours publics
politique, institutionnelle, etc. Et on voit que le mot progrès a été abandonné, il n'existe plus. Il a été remplacé par le mot innovation. Votre président a parlé de progrès 2 fois dans son propos, mais la plupart du temps, les entreprises, ou le ministère de la Recherche, ou ceux qui financent la recherche, parlent d'innovation. C'est l'innovation, le maître mot de tout ça. Et il me semble que pour votre industrie, comme la recherche ou d'autres industries que je connais, le fait d'avoir fait cette permutation de vocabulaire n'est pas neutre. Alors avant d'expliquer pourquoi, interrogeons-nous sur ce que veut dire transition. La transition, c'est l'idée d'un changement. Bon, on doit changer des choses. Bon, on doit faire en sorte que dans le futur, certaines pratiques seront modifiées parce que nous devons tenir compte dans nos choix de ce que nous savons. Voilà, de ce que nous savons, de ce que les scientifiques nous apprennent sur le futur. Bon. Mais en fait, les Grecs, les philosophes grecs, avaient remarqué qu'il y a une contradiction presque logique entre l'idée de changement et l'idée d'identité de soi à soi. Avec un argument très simple. Si une chose reste identique à elle-même, bah, c'est qu'elle n'a pas changé. Et si elle a changé, c'est qu'elle cesse d'être identique à elle-même. Et donc, il y a d'un côté la philosophie basée sur les doctrines d'Héraclite avec l'idée que tout change tout le temps. Donc, c'est des philosophies du devenir. Et puis, il y a des philosophies de l'être, Parménide, qui, eux, vont contester le changement au motif qu'il serait une illusion. L'être, lui, serait vraiment invariable. Bon. Et donc, il y a comme ça une contradiction formelle, logique, qui a en quelque sorte clivé la philosophie. D'un côté, philosophie du changement, de l'autre côté, philosophie de l'être. Bon. Et il se trouve que cette contradiction, nous l'avons résolue. Alors, je dis nous, les Français, ou tous ceux qui parlent des langues indo-européennes, nous avons résolu, ou dissimulé plutôt, cette contradiction par un stratagème langagier. C'est que le sujet du verbe changer, en français, c'est ce qui ne change pas quand on dit qu'il change. Voilà. Par exemple, si je vous dis « Monsieur Untel a changé », à la fin de ce changement que je décris, c'est toujours Monsieur Untel. C'est toujours lui. Et ce qui a changé, c'est pas lui. C'est quelque chose de lui. Par exemple, sa coupe de cheveux, son tour de taille, ses costumes, je ne sais quoi. Mais lui, il n'a pas changé. Autrement dit, quand vous dites qu'une chose a changé, la chose dont vous dites qu'elle n'a pas changé est précisément ce qui n'a pas changé dans le changement. D'accord ? Autrement dit, quand X a changé, à la fin, vous avez toujours X. Autrement dit, un changement, une transition, ça n'est pas un remplacement. Un remplacement, c'est lorsque X devient Y. Voilà. Devient autre que lui-même, complètement autre que lui-même. Or, transition, c'est pas un remplacement. Il s'agit de dire, et tant qu'on ne l'a pas dit, on n'a pas vraiment été précis. Quand vous parlez de transition, vous devez dire ce qui va changer et ce qui ne va pas changer. Qu'est-ce que vous voulez conserver ? Voilà. La transition suppose qu'on dise ce qu'on conserve ou ce qu'on veut conserver. Et peut-être qu'il y a des choses qu'il faut changer pour que les choses qu'on ne veut pas voir évoluer ne changent pas. Autrement dit, il y a des changements qui sont au service de l'invariance. Alors, j'en viens maintenant à l'innovation. Puisque finalement, l'étude qu'on a faite montre que le mot progrès a été utilisé pendant des siècles, 3 siècles, avec une majuscule, à partir du siècle des Lumières. Il a perdu sa majuscule après la Deuxième Guerre mondiale. Il a commencé à décliner en 1980, date où réapparaît dans la langue française un mot très ancien qui avait été abandonné, qui ressurgit, qui est le mot innovation. Et on pourrait se dire finalement, le remplacement du mot progrès par le mot innovation est plutôt une modernisation de l'idée de progrès. Finalement, innovation, c'est un mot plus moderne. Ce qui est faux d'ailleurs historiquement, c'est un mot très ancien, je vais revenir. Mais on a modernisé notre langage, on l'a rendu plus neuf pour donner à l'idée de progrès un petit sursaut. Et le mot progrès, historiquement, le verbe progresser en tout cas, c'est un verbe à connotation spatiale. Quand on disait, Jules César le dit, une armée progresse, ça signifie qu'elle avance dans l'espace. Et l'idée géniale des philosophes des Lumières, c'est de dire, mais si on peut avancer dans l'espace, peut-être qu'on peut aussi avancer dans le temps.
On peut s'améliorer dans le temps. Quand une armée progresse, on veut dire qu'elle avance dans l'espace sans vouloir dire qu'elle augmente ou améliore la qualité de son matériel. Mais le progrès au sens temporel du terme, c'est une amélioration au cours du temps, avec l'idée que plus de temps aura passé dans le futur, mieux ce sera. Et ce que je vais vous montrer pour finir, c'est que les rhétoriques dans lesquelles on insère le mot innovation sont des rhétoriques qui ne rendent pas justice à l'idée de progrès. Et donc même si vous avez un rapport positif à l'innovation, et j'imagine que oui, comme nous, comme les scientifiques en général, eh bien, insidieusement, les rhétoriques dans lesquelles on insère ce mot le connotent d'une façon négative. Alors pour comprendre cela, il faut que je revienne un peu rapidement, je regarde le chronomètre, à l'historique du mot innovation qu'on a reconstitué avec des collègues du CEA dans mon laboratoire. Le mot innovatio, en bas latin, c'est un mot du XIVe siècle qui apparaît dans le vocabulaire juridique. Une innovatio, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui pour un contrat, un avenant au contrat. Quand vous signez un contrat, des choses changent dans le périmètre du contrat, et l'avenant, c'est ce qui va permettre de garder la validité du contrat compte tenu des changements qui se sont produits dans son périmètre. Et donc, c'est ce qu'il faut changer pour que le contrat ne change pas. Et vous voyez que c'est déjà signe de mauvais signe. D'accord ? Alors le mot ensuite va circuler dans d'autres secteurs, il va se retrouver notamment dans le vocabulaire politique au XVIe siècle. Machiavel, dans Le Prince, Machiavel parle beaucoup de l'innovation politique. Il n'est pas question de technique. Hein. Juste dans cette époque-là, on n'associe pas innovation et technique. Il parle d'innovation politique en disant finalement le prince, quand il a le pouvoir, ne doit pas innover politiquement. Il doit faire ce que les habitudes du métier de prince lui imposent de faire. Recevoir, visiter, inaugurer, etc. Sauf, dit Machiavel, si son pouvoir est menacé. Si son pouvoir est menacé, alors il faut qu'il innove afin de conserver son pouvoir. Et encore une fois, on associe l'innovation à un principe de conservation et non pas de rupture. Enfin, dernier exemple pour illustrer mon propos, Francis Bacon, philosophe britannique du XVIIe siècle, XVIIe siècle, il publie en 1600, alors je n'ai plus la date exacte, 32 ou 38, je ne sais plus, première moitié du XVIIe siècle, donc avant le siècle des Lumières. Il publie un livre qui est traduit en français sous le titre Essais et conseils civils et moraux. Et dans ce livre, il y a un chapitre qui s'intitule L'innovation. Et pour la première fois, quelqu'un associe l'innovation et la technique. Et c'est un chapitre que je donne à lire à mes étudiants, qui sont donc élèves ingénieurs à l'école centrale, donc des ingénieurs, des scientifiques. Je leur montre le chapitre. Je ne leur dis pas qui l'a écrit, ni quand il a été écrit. Et ils se réunissent en petits groupes et me donnent un nom pour un éventuel auteur de l'article. Eh bien, il y en a qui me disent que ça a été écrit par Alain Minck, d'autres Jacques Attali. Et depuis qu'ils savent que c'est un grand auteur, des autres groupes citent Bruno Le Maire. Voilà. Donc ça veut dire que... Vous voyez ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'en 2023, nous parlons de l'innovation comme en 1638. C'est-à-dire avant le siècle des Lumières. Et c'est là que je me dis que la rhétorique de l'innovation est peut-être pas optimale. Alors il suffit de lire Francis Bacon, je vous invite à le faire. Ses livres sont publiés chez Vrin, là, à la place de la Sorbonne. Ce que dit Francis Bacon, c'est que le temps qui passe, il est corrupteur. Il abîme les situations et il augmente la gravité des défis qu'il faut relever. Comment empêcher que le temps corrupteur produise des dégâts irréversibles ? Réponse de Francis Bacon, par l'innovation technique. Donc l'innovation technique, c'est ce qui va permettre de maintenir le monde en l'état. Il ajoute qu'il ne faut pas innover trop vite, parce qu'il compare d'ailleurs l'innovation à un médicament, en disant si on en prend trop, ça devient un poison. Et la population l'accueille comme si c'était une étrangère et la rejette. Et si on innove trop lentement, les dégâts du temps qui passe deviennent irréparables. Et donc il termine son papier en disant il faut innover techniquement au rythme du temps
pour maintenir le monde. Voilà. Et donc, vous voyez que l'innovation est associée à un principe de conservation en partant de l'état critique du présent. Et non pas à partir d'une certaine idée préalable du futur qu'on aurait configurée à l'avance. Et à mon avis, c'est du coup quelque chose d'assez anxiogène, puisque, comme vous le savez, en 2010, l'Europe a changé son fusil d'épaule. Avant, c'était le traité de Lisbonne, par lequel l'Europe voulait devenir la société de la connaissance. Vous vous souvenez? L'idée que la connaissance a de la valeur, elle a de la valeur même si elle n'a pas d'application. Et on s'est rendu compte que la connaissance est bien jolie, mais s'il n'y a pas d'application, s'il n'y a pas de retombées, de brevets, on se fragilise par rapport à d'autres cultures, disons, qui, elles, investissent beaucoup dans les applications. Et donc, on a changé pour devenir l'Union de l'innovation en 2010, le fameux Horizon 2020 que je pense vous connaissez bien. Et ce qui est intéressant, c'est de lire les premières pages du document de 50 pages au total qui a été produit à l'époque pour justifier ce changement. Dans ce document de 52 pages, le mot innovation est cité 307 fois sans être nulle part défini. Et les premières lignes du rapport, c'est « L'Europe a compris qu'elle est devant des défis dont la gravité augmente à mesure que le temps passe. » Avec une liste. Raréfaction des ressources, changement climatique, etc., etc. Et elle a compris qu'elle ne pourra relever ces défis que par l'innovation. C'est du Francis Bacon. C'est du Francis Bacon. C'est-à-dire que au lieu de s'appuyer sur l'idée d'un temps qui passe qui serait constructeur, c'est ça l'idée de progrès. C'est l'idée que le temps qui passe, il est complice de notre liberté et de notre volonté. Il est notre allié. On est passé, là, en quelques décennies, de cette idée d'un temps complice de nos actions à un temps corrupteur dont il faut réparer les dégâts qu'il produit en permanence. Et je pense que pour les jeunes générations, notamment les étudiants que je côtoie, c'est un message difficile pour plein de raisons. Par exemple, l'innovation est perçue comme une obligation. Si on n'innove pas, on est fichu. Donc c'est pas un truc très, très enthousiasmant. En plus, techniquement, les choses deviennent très complexes et même les ingénieurs éprouvent une sorte de honte prométhéenne par laquelle ils se sentent dépassés par la technologie. Ils ne voient pas très bien comment innover. Parce que d'une certaine façon, la technologie, par sa convivialité, nous éloigne de la science. Personne ne sait comment marche un téléphone portable et ça ne nous gêne nullement dans l'usage que nous pouvons faire quotidiennement. Personne ne sait comment ça marche. Et donc la technologie, par sa convivialité, par le fait qu'on peut les faire fonctionner, ces appareils, sans même acheter de notice, fait que l'apprentissage des sciences devient non nécessaire. On n'en a pas besoin en fait. C'est inutile en pratique. Et donc mon message, ce serait plutôt que, voilà, que dans les discours, le mot progrès revienne. Non pas pour utiliser le mot progrès tel qu'il était pensé au XIXe siècle, au XVIIIe, où il y a beaucoup de naïveté dans la philosophie du progrès. Les gens, Condorcet, c'est très naïf. Donc ces naïvetés ont été dénoncées par la suite de l'histoire. Mais finalement, si vous croyez au progrès, et d'ailleurs je ne vois pas très bien comment on peut travailler vraiment sans croire un peu au progrès, en tout cas un certain progrès, eh bien il faut retravailler l'idée de progrès, c'est-à-dire la soumettre à elle-même. Si vous croyez au progrès, vous devez faire progresser l'idée de progrès pour qu'elle devienne à nouveau une notion pertinente, mobilisatrice, qui nous permette de décider de ce que nous voulons en tenant compte de ce que nous savons. Et ça instillerait vis-à-vis du futur un rapport qui serait peut-être plus dynamique. Moi, je suis frappé de voir à quel point, je parle des jeunes générations, celles que je fréquente, à quel point le futur est plombé, quoi. Le futur est plombé. Ce qui peut les conduire à la désertion, au repli, d'autres au militantisme, etc. Donc il y a, à mon avis, obligation pour les générations comme la mienne de reconstruire un récit par lequel les gens savent pourquoi en deux mots, pourquoi ils travaillent. Et je terminerai par un événement qui a été passé sous silence, qui est un événement en fait historique, qui a été très très peu commenté, qui s'est passé dans les années 1980. Vous savez, les gens de ma génération étaient poussés dans les poussettes de bébé dans le sens inverse de la marche. Vous voyez, les poussettes étaient à l'envers. Bon. Et donc, quand on était dans la poussette, on pouvait échanger des grimaces, des onomatopées, des sourires, des paroles
avec la personne qui nous poussait, en général notre mère ou notre père. On était en fait connectés à notre passé et assurés. Et on gagnait de la confiance. On avait des sourires, etc. Et quand on était suffisamment grand, on sortait de la poussette et on pouvait affronter la marche avant qui nous fait croiser des étrangers. Et dans les années 80, par la conjonction de deux inventions simultanées, d'une part la mode du jogging, d'autre part les congés de paternité en Suède, les pères qui étaient en congé poussaient les poussettes, puis ils voulaient préparer la course du dimanche. Donc on a retourné les poussettes vers l'avant, ce qui fait que les bébés sont, voilà, ils sont en face de l'inconnu, ils flippent, ce qui crée un rapport au futur qui est évidemment beaucoup plus anxiogène que celui de ma génération. Et donc ma proposition, c'est de retourner les poussettes. Voilà. Merci pour votre invitation. Merci beaucoup Étienne Klein pour ce discours très riche. Je pense qu'on va tous faire attention maintenant à la manière dont on pousse nos poussettes. Alors, place maintenant à notre table ronde où nos intervenants vont essayer d'apporter des éléments de réponse à la question suivante. Comment une entreprise peut réussir sa transformation RSE? Quelles sont les dynamiques les plus efficaces? En un mot, comment faire bouger les lignes dans son entreprise? Un sujet dont nous allons parler avec nos 4 intervenants que j'invite maintenant à me rejoindre. Claire Tutenuy, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes déléguée générale de l'association EPE, Entreprises pour l'environnement, c'est-à-dire que vous accompagnez les entreprises dans leur transition. Merci beaucoup d'être avec nous. Anne-Fleur Goll, bonsoir. Vous êtes diplômée d'HEC, consultante senior climat finance chez Deloitte. Vous vous présentez également comme militante. Merci pour votre présence. Antoine Fievet, vous êtes président du conseil d'administration du groupe Bell, président de Citeo. Merci aussi à vous d'être avec nous ce soir. Et puis Fabrice Bonifay, vous êtes directeur développement durable et QSE du groupe Bouygues et administrateur de The Shift Project. Et je vous remercie également pour votre participation. On va commencer avec vous, Anne-Fleur. Vous êtes récemment diplômée d'HEC. On connaît votre engagement, j'allais dire même votre militantisme écologique. Comment est-ce que vous avez réussi à le traduire, cet engagement, dans votre vie professionnelle chez Deloitte? En fait, pour moi, ça a plutôt été l'inverse. C'est-à-dire que je me suis d'abord dit, on passe énormément de temps au travail dans nos vies, vaut mieux bien réfléchir à ce dans quoi on l'investit. Et du coup, je me suis dit, c'est pas hyper engagé que de se dire qu'aujourd'hui, la transition écologique, c'est un sujet où ça mérite ce temps et cette énergie. Et donc, j'ai décidé de faire ma carrière là-dedans à partir de mes stages, globalement, à HEC. Et ensuite, une fois qu'on met le doigt dans l'engrenage, plus on y travaille, plus on apprend, plus on a envie d'en faire davantage. Et en fait, mon militantisme est venu du professionnel et non pas à l'inverse. Donc pour moi, c'est assez important dans la manière dont je le pense. C'est-à-dire que c'est au départ quelque chose qui est un impératif parce que c'est logique d'investir du temps, d'investir de l'énergie sur ça. Et ensuite, tout ce qui est militant découle de la même chose, découle d'une logique de réussir le plus possible à faire bouger les lignes. Antoine Fievet, chez Bell, vous avez déjà bien amorcé votre transformation. Alors même si le chemin, vous me le disiez, est évidemment encore très long, est-ce que vous pouvez nous parler de cette stratégie que vous avez mise en place au sein de votre groupe? Je peux essayer toujours. Je ne parle pas toujours de transformation, moi je préfère parler d'évolution. Peut-être pour resituer un petit peu le contexte, en fait, moi j'ai démarré dans l'entreprise qui est une entreprise familiale il y a un peu plus d'une vingtaine d'années. Et en fait, j'ai fait d'abord une grande découverte. Je me suis aperçu que l'entreprise, c'était un outil incroyable. Et en fait, la deuxième chose que j'ai faite, c'est de me demander à quoi allait servir cet outil. Et je me suis positionné non pas en tant que patron, mais en tant que propriétaire. De quoi j'avais envie. Et en fait, je me suis dit, quitte à avoir un outil formidable, autant le mettre au service du bien. Quelques années plus tard, on l'a même inscrit dans notre logo. Je pense qu'on n'est pas très nombreux à avoir dans son logo nous on l'a appelé le For All For Good, pour tous et pour faire du bien. Alors derrière,
en tant que patron, je me suis dit, bon, j'ai hérité, je fais partie de la 5e génération, j'ai hérité de cette très belle entreprise, et donc je suis un maillon de la chaîne où j'ajoute une brique et en fait pour transmettre cette entreprise aux prochaines générations. Ce qui est important, c'est que je me suis dit aussi que je voulais essayer de conduire cette entreprise non pas différemment, mais en accord avec ce que j'étais au plus profond de moi-même. Et il se trouve que je suis un contemplatif, un amoureux de la nature. Donc naturellement, je dirais, les dimensions environnementales ont été un sujet et l'entreprise m'a permis, je dirais, de mettre l'outil au service d'un projet qui était aussi assez personnel. Cela étant, pour revenir à la stratégie, c'était aussi pour moi une façon formidable de trouver un sujet que je considérais comme très transversal et qui pouvait donner du sens aux collaborateurs de Bell. Alors après, Bell est une entreprise industrielle agroalimentaire, hein, donc on est aussi dans le médicament, puisque vous savez tous, l'alimentation est notre premier médicament. Et du coup, on s'est intéressé à l'impact. Et historiquement, Bell, c'est du fromage. Hein. C'est la petite vache qui rit, les petits qui rient, les petits boursins. Voilà. On faisait du fromage. On fait du fromage depuis plus de 150 ans. Et en regardant un peu, quand j'ai commencé à réfléchir en termes d'impact, je me suis aperçu qu'on était dans une entreprise qui était extrêmement gourmande, à la fois en eau, à la fois en carbone, et que si on voulait devenir une entreprise responsable, il fallait qu'on fasse évoluer les choses. C'est pour ça que je préfère parler d'évolution. Et en fait, une première décision, ça a été de faire évoluer notre secteur, je dirais, historique, qui était le fromage, et le faire évoluer vers une offre qui soit plus végétale. Donc ça a été, je dirais, un long chemin. Aujourd'hui, 40% de notre offre en volume est végétale. Hein, donc on est sur le chemin avec un objectif à 2030 qui soit d'équilibrer notre portefeuille entre la protéine animale et la protéine végétale. Alors derrière, on parlait des jeunes générations qui peuvent être plombées par l'avenir. Moi, ce que je tiens à dire quand même, c'est que cette politique, qui est une politique, j'appelle de marche d'escalier, peu importe l'objectif, c'est un long chemin. Et ce qui est intéressant, c'est la dimension de progrès, la démarche de progrès qui consiste à finalement franchir des étapes et monter cet escalier vers un objectif qui peut être plus ou moins ambitieux. Le nôtre est ambitieux, mais ce n'est pas tellement le sujet. Dans les choses assez pratiques et les décisions assez intéressantes, un peu disruptives que j'ai mis en place juste avant de céder mon poste de directeur général, c'était la RSE était présente au COMEX, mais elle était sous l'autorité du patron des ressources humaines, de la communication et des relations publiques. Et puis un jour, je me suis dit, mais finalement, on marche sur deux jambes dans ce groupe. On l'a d'ailleurs défini dans toutes les actions, dans toute la façon dont on monitore le groupe. On a une jambe responsabilité et une jambe profitabilité. Et je me suis dit, finalement, je vais confier la partie de la responsabilité à la même personne que celui qui est dans la profitabilité. À savoir, j'ai mis la RSE sous l'autorité de celui qui était notre directeur financier. Alors on m'a dit, quoi ? Tu mets la RSE sous la finance ? Vadé rétro. J'ai dit, non, je ne mets pas la RSE sous la finance. Je mets la RSE à côté de la finance. Et en fait, on n'a plus de DAF chez Bell, on a des Chief Impact Officer. Et quand vous dites à un DAF, finalement, quand il a son bonus qui est divisé en deux, ce qui est intéressant, c'est qu'il est en permanence en train d'arbitrer. Donc il prend des décisions, ça l'oblige à arbitrer. Et la deuxième chose qu'ils savent très bien faire, nos DAF, qui deviennent des Chief Impact Officers, c'est de monitorer. Donc c'est vrai que voilà, il faut pouvoir, pour évaluer le progrès, il faut pouvoir le mesurer. Et donc une des premières choses qu'il a fait, c'était de trouver un système pour qu'on puisse mesurer nos progrès. Et aujourd'hui, on a notre empreinte carbone
par filiale, par métier, par marque, par géographie, etc. Ce qui permet aux 13 000 ou 12 000 collaborateurs de Bell de savoir exactement comment ils peuvent agir pour nourrir, je dirais, l'ambition qui est la nôtre, qui est de réduire autant que faire se peut notre empreinte. Claire Tutenuy, alors vous avez une approche vraiment très multisectorielle puisque vous accompagnez des entreprises très diverses vers cette transformation. C'est les premières marches de cet escalier dont parlait Antoine. C'est quoi selon vous? Quel est le préalable de cette évolution, de cette transformation? Le préalable, c'est une association qui a 30 ans et qui anime une réflexion collective des grands groupes, de tous les secteurs. On a même 2 entreprises du médicament françaises et 2 allemandes. C'est quelque chose qui a été relativement progressif et je voudrais commenter presque le titre de la table ronde. Ce n'est pas une transformation RSE, c'est le passage de ce qui était au début la RSE, du temps où c'était séparé au COMEX, quelque part dans des gens qui faisaient du supplément d'âme. On fait mieux. On pense un petit peu, on essaye de ne pas écraser trop de doigts de pied des gens ou des milieux qui nous environnent, à quelque chose qui aujourd'hui est devenu complètement stratégique et qui est, pour reprendre les termes d'Étienne Klein, qu'est-ce qu'on conserve dans l'entreprise? On est quoi? Qu'est-ce que c'est que cette entreprise? Elle est là pour faire du fromage? Non, elle est là pour faire des choses que les gens vont manger à un moment donné de leur vie ou à plusieurs moments donnés de leur journée. Et qui va avoir des propriétés gustatives, d'économie, etc. Mais cette chose-là va être différente et assez profondément différente parce que le fromage végétal, c'est quand même assez profondément du fromage de vache. Donc, et la plupart des entreprises de PE sont en train de faire cette transition qui est une réflexion sur leur être, leur raison d'être d'ailleurs, ça c'est même codifié. Et sont en train de passer, Renault n'est plus un fabricant de voitures, c'est un fabricant de mobilité avec des services qui sont en train de se diversifier considérablement. Et je pourrais donner beaucoup d'autres exemples en prévision, avec, pour effectivement continuer à apporter de la mobilité. En fait, c'est passé de on apporte un produit à on apporte un service, des services, dans des conditions qui vont permettre d'en apporter au plus possible de personnes, avec des limites planétaires, en restant dans ce qu'on appelle les limites planétaires, qui sont bien sûr le carbone, mais également la biodiversité, des ressources, et dans le cas du médicament, des impacts aval également, parce qu'on sait bien que on est dans une économie où rien ne se perd, rien ne se crée, et beaucoup de choses finissent à la mer et ailleurs dans d'autres milieux. Donc on est obligé, chaque entreprise est en train de redéfinir ce qu'elle fait et comment elle le fait avec un minimum d'impact, et là aussi avec beaucoup d'indicateurs et des indicateurs compliqués. La CSRD est un outil magnifique, mais qu'il va falloir apprivoiser, et avec des décisions à prendre sur où est le bon compromis entre le service que j'apporte ou le produit que je fabrique, à quoi je sers, et les impacts, et ma part dans les impacts que l'humanité peut se permettre d'avoir sur la nature et qui aujourd'hui sont pensés comme finis et doivent commencer à être pensés comme finis. Donc c'est vraiment une transformation assez profonde, et EPE sert à ce que les entreprises en parlent entre elles, elles échangent leurs pratiques, elles échangent leurs réflexions sur les indicateurs, sur les méthodes, sur les argumentaires pour comment on fait passer ça, à qui il faut le faire passer, les collaborateurs. Elles dialoguent beaucoup avec des scientifiques, avec des ONG, de façon à ce que l'entreprise passe son temps à se redéfinir dans ce nouvel environnement au sens large. Fabrice Bonifay, la transition dont on parle, elle a vraiment démarré partout. Est-ce que vous pouvez parler, par exemple, du secteur du bâtiment chez Bouygues? Alors, la transition, elle n'a pas commencé. Voilà. Elle n'a pas commencé du tout encore. Il y a juste des pratiques qui émergent, mais aujourd'hui, on ne fait qu'empiler du propre sur du sale. On ne remplace pas le sale quand on fait du propre. Alors, excusez, j'ai un petit problème de voix, mais ça va le faire quand même. Et... il faut avoir la lucidité que, là, pendant qu'on blablate sur ces sujets, on est quand même dans une situation juste dramatique, absolument dramatique. Le GIEC nous dit qu'il nous reste à peu près 300 gigatonnes de CO2 à émettre d'ici 2100 pour rester sous les 1,5 degré, et qu'au rythme actuel des émissions mondiales, qui sont à peu près de 51, on aura breaké ça
avant 2030, 70 ans avant. C'est ça la vérité. Donc, si on veut arrêter de se mentir à soi-même, si on veut prendre conscience que si on continue comme ça, les 3/5 de l'humanité seront invivables avant 2100, eh bien, il faut continuer de blablater. Donc, dans le bâtiment, qui est l'un des plus gros pollueurs de la planète, Bouygues, ce n'est pas que le bâtiment, hein, bah, il ne faut pas avoir peur de la régulation. Voilà. Et donc, nous, on promeut la régulation. Et il faut ne pas accepter de verdir l'intolérable. Rien n'est moins efficace que de vouloir rendre plus vert quelque chose qui ne devrait plus exister. Donc, en ce qui nous concerne, Bouygues, on fait notre part en tant que Colibri. On n'a pas de leçons à donner à personne. À personne. Mais par contre, on essaye d'être sincère et d'arrêter de mentir. Donc, dans un métier qui est très polluant, d'abord, il faut non pas simplement mesurer, mais il faut agir. Parce que quand vous êtes obèse, quand vous faites 120 kilos, vous n'avez pas besoin de vous peser tous les matins pour savoir que vous êtes obèse. Vous savez que vous devez maigrir pour survivre. Donc nous, on sait qu'on est obèse en carbone. Donc peu importe la précision des bilans carbone à 3 chiffres après la virgule, on s'en fout, grave, ça ne change en rien. Donc oui, on mesure l'empreinte générale, mais surtout on essaye de trouver des solutions. Et on sera jugé par nos parties prenantes, non pas sur la précision de la mesure, qui sera fausse de toute manière, mais sur la perception que nos parties prenantes ont de nos solutions. Alors allons aux solutions. Donc un bâtiment, pendant très très longtemps, c'était du béton, de l'acier, de l'artificialisation des sols et énormément d'autres matériaux qui rentrent dans les éléments constitutifs d'un bâtiment, pour la lumière, le chauffage, tout ce que vous voulez. Et donc, on a mis nos meilleurs ingénieurs autour de la table il y a quelques années. Puis on leur a dit, écoutez, pas compliqué, le bâtiment, c'est 25% des émissions de gaz à effet de serre dans le monde, et c'est 43% de l'énergie finale consommée en France. Autant dire qu'on part de loin, quoi. Et on leur a dit, écoutez, c'est pas compliqué, il faut que vous puissiez trouver rapidement un modèle qui va nous permettre de rester vivants économiquement en faisant du vrai net zéro. Ils ont trouvé en 2 heures. Alors on fait comment? On fait du bâtiment hybride à économie positive, qui est un concept building complètement novateur, on vient d'en vendre un là, vendredi dernier, on est content, parce que c'est pas évident de vendre un concept complètement novateur. Mais vous allez voir, attachez votre ceinture, c'est vraiment très très novateur. Alors déjà, bien sûr, c'est un bâtiment dont on va intensifier énormément l'usage. Donc quand on va le vendre à un maîtrise d'ouvrage et avec un utilisateur, on va dire à l'utilisateur, quand tu n'as pas l'usage de tel ou tel espace dans ton bâtiment, acceptes-tu qu'on fasse rentrer les dehors dedans pour avoir des utilisateurs secondaires qui utilisent des espaces quand tu n'es pas là? Donc bien sûr, on va lui garantir que quand l'utilisateur principal revient, tout sera remis en ordre. Mais le fait d'intensifier les usages, ça va faire qu'on va avoir une meilleure efficacité, non pas en kilowattheure par mètre carré, mais en kilowattheure utilisateur. Et c'est ça qui compte. Mais ce n'est pas tout. Ensuite, il va falloir qu'on fasse des bâtiments banques de matériaux. Donc des bâtiments banques de matériaux, c'est quoi? C'est des bâtiments dont les équipementiers, ceux qui fournissent l'ascenseur, le lighting, la ventilation, le faux plancher, les chemins de câbles, restent propriétaires de leurs équipements. Ah, vous allez me dire quel intérêt? L'intérêt, c'est que s'ils restent propriétaires, ils en sont responsables. Et qu'ils ont tout intérêt à ce que ça dure le plus longtemps possible, parce qu'ils en seront responsables tout au long du cycle de vie du produit. Donc plus d'obsolescence programmée, plus de panne. Ça va faire baisser les capex du bâtiment, donc ça coûtera moins cher, parce qu'en fait, le propriétaire du bâtiment ne sera plus propriétaire des équipements. C'est ce qu'on appelle l'économie de la fonctionnalité. Et en faisant comme ça, on arrive à faire doubler, tripler la durée de vie des équipements, comme par magie. Parce qu'on voit bien qu'aujourd'hui, les industriels n'ont de cesse que d'inventer des produits qui ne durent pas pour provoquer le réachat, parce qu'on est dans une approche linéaire. Il faut rompre avec cette période-là. Mais ce n'est pas fini pour faire du net zéro, il faut bien sûr toucher aux matériaux. Et donc, non seulement les matériaux doivent être biosourcés et géosourcés, mais on sait qu'il n'y aura pas assez de bois pour remplacer le béton. On sait qu'il n'y aura pas assez de matériaux, de terre crue, de tout ce que vous voulez, qui aujourd'hui ne contiennent pas de carbone. On sait très bien. Donc,
il va falloir bien sûr qu'on utilise autant que faire se peut un maximum de matériaux bio et géosourcés et recommencer à construire en pierre, qui est le seul matériau vraiment net zéro, ce qu'on a complètement oublié de faire depuis des décennies aujourd'hui. Mais aussi, il va falloir qu'on fasse en sorte que les modèles constructifs soient complètement basés sur du réemploi. Parce que quand on regarde les chiffres, les vrais, on s'aperçoit que dans le secteur du BTP, eh bien, ce secteur-là génère 46 millions de tonnes de déchets par an. 46 millions de tonnes, c'est juste énorme. Et aujourd'hui, ces tonnes de matériaux qu'on jette tous les ans, eh bien, on ne les réutilise pas. Parce que les prescripteurs n'en ont pas l'obligation. Les prescripteurs, ce sont les propriétaires de bâtiments ou les promoteurs ou les bailleurs. Et donc, heureusement, petit à petit, comme on est maintenant dans un secteur qui est très régulé parce qu'on l'a demandé d'être très régulé, eh bien, il y a une obligation qui est faite à ces prescripteurs d'incorporer dans les ouvrages des matériaux de réemploi. Et ça, c'est une très bonne chose, parce que ça permet, bien sûr, de faire en sorte que des équipements qui ont été utilisés à un moment donné, ou même des éléments de la structure qui ont été utilisés à un moment dans un bâtiment, puissent être utilisés dans une deuxième vie dans un autre bâtiment, après remise en état, remise en assurance, avec un aspect pour le client final qui lui permet donc de ne pas différencier entre la seconde main et le produit neuf. Mais ça, c'est une bonne idée, bâtiment, banque de matériaux. On se demande pourquoi on n'a pas eu... Il faut savoir que dans le temps, les châteaux forts, ça se faisait déjà comme ça. Les pierres, la Bastille, c'est un pont à Paris aujourd'hui. On a oublié, mais c'était ça. C'était déjà le cas, parce que ça demandait tellement d'énergie de récupérer ces matériaux qu'on ne le gaspillait pas. Mais ça ne suffit pas pour faire du net zéro. Pour faire du net zéro, il faut aussi, bien sûr, que le bâtiment il soit autoproducteur de ses flux. Alors c'est Bouygues qui a inventé les bâtiments énergie positive il y a 15 ans maintenant. Quand des bâtiments qui produisent plus de flux physiques décarbonés qu'ils n'en consomment sur un an. Avec des panneaux solaires, avec de la géothermie, avec de la cogénération. Et donc, on a fait beaucoup de lobbying pour faire accepter au pouvoir public et que les bâtiments puissent auto-consommer ce qu'ils produisaient en ENR, net zéro. Parce que la France a un mix énergétique qui est décarboné, mais la France n'est pas le monde. Il faut aussi pouvoir équiper de cette technologie l'ensemble des bâtiments sur la planète. Et le fait que les bâtiments deviennent producteurs de flux, eh bien, ils peuvent autoconsommer et alimenter aussi les véhicules électriques qui vont arriver massivement aujourd'hui dans les ouvrages. Et donc décarboner l'aspect aval du bâtiment qui est la mobilité. Donc on voit bien qu'on est dans une approche systémique. Et ça, c'est pour le neuf. Et on sait que le neuf, on ne va plus en faire beaucoup aujourd'hui dans les pays du Nord, parce qu'on n'a plus les moyens aujourd'hui de continuer d'artificialiser les sols qui sont déjà sursaturés d'infrastructures. Donc ce modèle-là, on va encore l'utiliser probablement un petit peu dans l'hémisphère nord, mais on va surtout l'utiliser dans l'hémisphère sud. Parce que quand vous voulez faire véritablement du net zéro, aujourd'hui, dans nos pays à nous, le vrai modèle économique, c'est de ne pas construire. Le vrai modèle économique, c'est de rénover le parc existant. Et c'est pour ça qu'on vient de lancer des nouvelles offres pour rénover en site occupé les logements sociaux, les copropriétés dégradées, les maisons individuelles, pour les accompagner d'un étiquetage F ou G à B, une division par 10. Donc le modèle d'affaires, c'est comment on va décarboner en fait les émissions de nos propres clients. Donc vous voyez qu'au travers de ces quelques exemples, le problème de la transformation, de la transition, ce n'est pas un problème d'indicateur, ce n'est pas un problème de blabla, c'est un problème de modèle d'affaires. Inch'Allah. Anne Fleur. Alors, est-ce qu'on peut quand même continuer à espérer et se dire peut-être que l'arrivée d'une génération comme la vôtre, ou d'une plus jeune génération sur le marché, peut contribuer, en tout cas un minimum, à faire bouger les lignes? Ce serait un peu horrible de répondre non, mais en même temps, moi, je ne crois pas du tout à ça. Je ne crois pas du tout à l'idée qu'une nouvelle génération de sauveurs, on n'est pas dans un Marvel, quoi. Enfin, en fait, nous, on n'est pas nés en sachant faire des bilans carbone et en sachant exactement comment il faut transformer vos entreprises. On ne va pas arriver dans le monde de l'entreprise et aller vous toquer à la porte du grand chef pour dire ah bah voilà, je vais vous expliquer exactement ce qu'il faut faire pour résoudre le changement climatique. Non, enfin, en fait, ça ne va pas se passer. Et ce n'est pas du tout ce qu'il faut attendre des jeunes. C'est leur mettre un niveau de pression énorme. C'est penser qu'ils doivent acquérir ces connaissances par eux-mêmes et simplement parce qu'ils sont jeunes et qu'ils en ont du coup moralement la responsabilité, alors qu'en fait, ce ne sont pas eux aujourd'hui dans les positions de pouvoir. Bien sûr qu'il y a beaucoup plus d'intérêt pour ces sujets, parce que c'est ce que disait Étienne Klein tout à l'heure. Aujourd'hui, on ne peut pas regarder le futur et se dire ah ouais, trop hâte d'être en 2060. Enfin,
Donc, bien sûr qu'il y a de plus en plus de jeunes qui se posent la question. Il y en a aussi plein qui se la posent pas. Et c'est OK aujourd'hui. Enfin, ça sert à rien de dénoncer. Ah oui, vous dites que les jeunes sont génération climat, mais en fait, pas du tout. Regardez le nombre de gens qui achètent chez Shine. Bah oui, justement. Enfin, c'est justement pour ça qu'il ne faut pas les attendre comme étant une génération de sauveurs, absolument pas. Il faut aujourd'hui que chacun prenne la responsabilité qu'il a à prendre au niveau individuel, en tant que consommateur, en tant que citoyen, et aussi en tant que professionnel. Et ce que je disais tout à l'heure sur ma démarche à moi, l'idée derrière faire ce genre de choses, c'est dire que on oppose souvent l'action de l'État, l'action des entreprises, l'action des individus. C'est un peu un triangle de l'inaction où chacun attend que les autres agissent. L'idée, les entreprises, ce sont des gens. Et vous êtes la preuve aujourd'hui dans ce genre d'événement que les entreprises, ce sont des gens. Donc parler des actions de l'entreprise, c'est parler de l'action d'individus qui ont pris conscience qu'ils devaient changer quelque chose et qui collectivement se sont organisés pour faire en sorte que ça se transforme. Et pour mettre en place le genre d'actions qui ont été mentionnées par les autres personnes ici. Donc pour moi, c'est vraiment une idée de prendre ses responsabilités aujourd'hui et en tant que professionnel et en tant qu'individu, et vraiment le prendre personnellement pour justement ne pas attendre que des jeunes soient dans des positions de pouvoir pour mettre ça en place. On n'a pas le temps de faire ça. Antoine, ce changement, cette transformation de l'entreprise, elle a un coût. Vous êtes bien placé pour le savoir parce que vous me disiez que chez Bell, les actionnaires ont accepté une baisse de la rentabilité. On est obligé d'en passer par là? Oui, moi je ne parle pas de coût, je parle d'investissement. Donc, alors si on prend quelques chiffres, les investissements que l'on consacre à tout ce qui tourne autour de la RSE chez Bell, c'est à peu près 15% des CAPEX, c'est 10 millions par an sur tout ce qui concerne la séquestration, donc tout ce qu'on ne peut pas réduire. On s'est lancé dans un grand programme forêt, de préservation des zones humides, de restauration des zones humides, etc. Et puis, c'est en OPEX, ça représente à peu près 1%. Hein, donc, c'est vrai que c'est conséquent. Après, la question, c'est que est-ce que c'est un coût ou est-ce que c'est un investissement? Moi, je suis convaincu que c'est un investissement. Hein, donc, au moment où, je dirais, on a traversé quand même une période qui est pas très simple, donc à chaque fois, systématiquement, la question est posée. Est-ce qu'il faut ralentir le mouvement sur la dynamique RSE? Moi, je pense qu'il faut l'accélérer. Et ce qui est sympa ce qui est formidable dans une entreprise quand on est dans ce mouvement, quand on est dans cette spirale, il faut les écouter, les jeunes, ou les mettre au pouvoir d'ailleurs peut-être, pour qu'ils comprennent que c'est pas toujours simple d'agir, mais en fait, ça crée une spirale qui est extrêmement vertueuse. Hein. Et ce qui est important, c'est de rester pragmatique, parce que je parle de ma deuxième jambe, on tombe beaucoup plus facilement sur la jambe de la responsabilité que sur la jambe de la profitabilité. Donc de temps en temps, il faut rester, à un moment, il faut que le système marche sur deux jambes. Hein. Donc encore une fois, moi je pense, quand j'écoute mes salariés, mes collaborateurs, franchement, le retour sur investissement est formidable. Ils savent pourquoi ils viennent le matin. Ils se disent, on va faire les choses avec responsabilité. Ils sont interrogés par les clients, par les consommateurs qui ont besoin de savoir comment les produits sont fabriqués. Alors, on a réussi les choses formidables. Je dirais, au niveau interne, ça a créé une dynamique fantastique. On attire aujourd'hui des talents qu'on n'attirait pas du tout avant. Il y a 20 ans, quand je suis arrivé, pour aller chercher des big shots de chez Nestlé ou de chez Unilever, c'était compliqué. Aujourd'hui, ça ne l'est pas du tout. Mais pas du tout, parce que la politique de Bell est reconnue, que les gens viennent chez nous naturellement, ils achètent le discours et ils sont convaincus par l'action, parce que je suis assez d'accord avec ce que disait Fabrice. Il faut un moment, il faut agir. Bon, donc, alors j'ai oublié quelque chose que je voulais vous dire d'important, mais ça me reviendra peut-être sur le coût. Voilà, un investissement. Ah oui, alors, bon, ça c'est la partie réussie. Ce qu'on a mal réussi jusqu'ici, je crois, et là je parle de retour sur investissement, c'est de le faire savoir aux consommateurs. En fait, moi quand je suis dans un dîner, etc., alors il suffit qu'on voit vache qui rit, généralement c'est un peu comme le train. Vous êtes dans la SNCF, on va dire mon train est arrivé en retard.
Donc la vache qui rit, c'est de la saloperie dans tes trucs. Bon. Donc j'ai toujours un peu 20 minutes pour convaincre les gens qu'il faut qu'ils reviennent à ce produit absolument formidable qui a traversé 5 générations et que vous pouvez trouver sur tous les coins de la planète. Mais au-delà de ça, et voilà, on n'a pas réussi à faire passer, je dirais, cette dynamique un peu vertueuse à nos consommateurs. Ça reste, je dirais, c'est ce qui nous reste à faire. Claire, vous nous avez parlé tout à l'heure de l'importance... Peut-être pour finir, juste un petit exemple intéressant sur le temps long, parce que je ne veux pas bouffer le temps. Ouais, mais il n'y en a plus beaucoup de temps. Il y a quelques années, investissement dans une chaudière biomasse pour une de nos usines. Retour sur investissement à 10 € la tonne de carbone à l'époque. Donc je suis directeur général, PDG à l'époque, 27 ans. Vous connaissez beaucoup d'entreprises qui prennent des investissements de CAPEX avec 27 ans de retour. Alors ça, c'est le modèle familial, pour ça est formidable. C'est aussi une volonté politique. Hein. Ça, c'est quand même super important. Enfin, il faut une volonté de faire pour faire le chemin. Il faut que cette volonté, elle soit tout en haut. Ça commence par là. Hein. Mais à 100 € le carbone, à 100 € la tonne de carbone, l'investissement, c'était 3 ans et demi. Hein. Donc en fait, en quelques années, un investissement de 27 ans de retour est devenu un investissement qui avait 3 ans et demi de retour. Bon, on l'a juste fait un peu avant les autres et on a bien fait de le faire parce que finalement, ça nous a fait avancer sur nos objectifs de décarbonation. Claire, vous nous avez parlé tout à l'heure de l'importance de l'échange, du dialogue, de la sensibilisation au sein d'une entreprise. C'est quoi les étapes d'après? Quels sont les leviers que vous utilisez? Alors, les étapes d'après, Anne-Fleur l'a dit. On l'a aussi dit en disant que les investissements n'étaient pas toujours rentables. C'est que, et Fabrice l'a dit en disant qu'il y avait besoin de régulation, c'est que l'entreprise toute seule, par des approches volontaires, n'y arrivera pas. Elle a des consommateurs qui renâclent, parfois, qu'on peut convaincre, mais ça prend du temps et ils ont des critères, ils veulent 2 secondes avant de choisir le fromage, donc ils ne vont pas regarder si c'est vert ou pas. Et donc, il y a un problème de convaincre le reste, toutes les parties prenantes, de travailler également. Il y aura besoin de régulation, il y a besoin alors, de prix du carbone, mais le prix du carbone, c'est compliqué. Il y a besoin ce qui a fait bouger le secteur automobile, c'est quand même la fin de la voiture thermique en 2035. Et donc, aujourd'hui, il va commencer à y avoir des choses du même genre en disant, là d'ailleurs, on est sous des limites qui sont instituées par les pouvoirs publics et dans lesquelles il va falloir se rentrer. On a le carbone, mais on a aussi maintenant le zéro artificialisation nette qui va limiter la quantité de bois qu'on va pouvoir avoir pour mettre dans des chaudières biomasse. Donc au bout d'un moment, on va tomber sur de la sobriété et il va falloir s'organiser dans son business model avec des clients et avec des employés, etc. Donc c'est vraiment de bouger son modèle, pas seulement l'entreprise, mais les parties prenantes qui doivent accompagner les nouveaux modèles de l'entreprise, ce qui est difficile, ce qui se fait beaucoup en collectif et c'est pour ça que l'un des rôles de PE, c'est justement de montrer un paysage un peu global sur, oui, il n'y a pas que le secteur, il ne suffit pas de changer les chaudières à fioul ou à gaz par des chaudières à bois. Il n'y a pas de bois. Ou alors, si on prend du bois, il n'y a plus de biodiversité. On a un problème plus grave sur la biodiversité que sur le climat, si l'on en croit les scientifiques. Donc, on est obligé de faire des approches très intégrées et de les expliquer à tout le monde et de convaincre les gens que oui, il va falloir admettre un niveau de contrainte plus important. Parce que si on ne les admet pas, ce n'est pas le volontaire qui va le suffire. On fait beaucoup d'approches volontaires. Les pionniers ont raison d'être pionniers, mais ensuite, il faut que tout le monde tire les leçons de ces expériences-là. Et donc, c'est vraiment... Alors, on ne fait pas, nous, de plaidoyer. C'est nos membres qui le font, mais au moins, ils savent dans quel sens vont le faire les autres et ils se sont formés une représentation à peu près commune de à quoi ressemble une économie sous contrainte carbone plus ressources, plus biodiversité, plus aspiration sociale, parce que ça résiste aussi de ce côté-là, comme on l'a vu. Et ensuite, ils vont essayer de le promouvoir avec de l'innovation, avec de l'investissement et avec un grand talent qui est celui des entreprises que vous avez, qui est de le faire en positif. Et je pense que dans le cas du secteur pharmaceutique, j'ai entendu tout à l'heure pénurie de médicaments. Je veux dire, le vrai sujet, c'est le sujet One Health, c'est-à-dire qu'on ait moins besoin de médicaments, de la même façon qu'en mobilité, il faut qu'on ait moins besoin de mobilité individuelle motorisée contrainte. Donc, il y a une réflexion sans doute à avoir sur c'est quoi ces nouveaux mondes dans lesquels on pourrait éviter des cancers.
Quand j'ai commencé chez EPE, on entendait oui, le cancer environnemental, c'est 5% maximum. Aujourd'hui, on sait que les cancers environnementaux, c'est bien plus que ça. Donc, comment on fait pour en éviter davantage? Comment on fait? Et donc, cette réflexion globale, je pense que votre profession, elle a des choses à faire. Il n'y a pas qu'elle, elle n'est pas toute seule. Pour essayer de trouver des solutions de prévention, changer d'approche, mais se rappeler aussi que dès qu'on prend un médicament, ça peut avoir des impacts en aval. Après la consommation de médicaments, ben, si on doit remettre des traitements d'eau bien pire, c'est encore de l'empreinte carbone qui vient se rajouter. Donc à un moment donné, le maître mot dans le secteur de la santé comme ailleurs, il est One Health, un bon environnement fait une meilleure santé animale que vous pratiquez sûrement, et arrive à faire une économie plus sobre dans des tas de choses qui ont des impacts négatifs sur l'ensemble du monde. Donc c'est vrai que c'est à vous de trouver les solutions, hein, mais ces principes-là, c'est selon ces principes-là que les membres de PE cherchent des actions, on veut dire. Voilà. Alors, on n'a plus beaucoup de temps. On a beaucoup parlé d'environnement, de climat ce soir, et c'est normal parce qu'il y a une urgence. Mais le pacte de responsabilité des entreprises, c'est aussi des causes sociales, sociétales, sur lesquelles les entreprises sont engagées. Fabrice Bonifay, on en est où sur ces dossiers-là? Les causes sociales, les aidants, le handicap, l'égalité homme-femme, tout un tas de sujets aussi à prendre en compte. Non, mais enfin, c'est clair qu'il y a toutes les assiettes à faire tourner en même temps, hein. On est d'accord, mais il y a quand même des batailles que si on n'arrive pas à les gagner, on ne gagnera pas la bataille sociale si on ne règle pas le problème du climat et de la biodiversité. Donc, dans les actions qui sont à mener, de faire croire qu'on pourrait maintenir un modèle social tel qu'il est aujourd'hui, simplement par du technosolutionnisme et de la croissance verte, c'est mentir aux gens. Et c'est pas bien de mentir. Donc, si on veut faire advenir un modèle social apprécié, et voulu, et souhaité, et désirable par l'ensemble de la population, il y a quand même beaucoup de choses à faire. C'est déjà réduire les inégalités entre ceux qui ont trop et ceux qui n'ont pas assez. Je pense que ça, c'est quand même une bonne idée, ça. Une deuxième chose à faire, c'est de changer les narratifs des critères de la réussite. Je pense que là, on en est là encore en France aujourd'hui, hein. La taille des voitures, la taille du bureau, la taille de tout, quoi, pour ma voiture, mon sexe, quoi. Ça, il faut changer ça vite, là, très très vite. Et remettre en fait de l'immatériel dans les narratifs des discours des entreprises. Que je vais raconter une petite histoire, je la raconte souvent, hein. C'est dans votre secteur, en FUT d'ailleurs. Il y a une étude très importante qui a été menée en Espagne, peut-être vous avez entendu parler de cette étude sur des malades du cancer en soins palliatifs. Donc vous savez, quand on arrive en soins palliatifs, il n'y en a plus pour très très longtemps. Et hélas. Et il y a des psychologues, des sociologues qui ont demandé à ces malades s'ils pouvaient rembobiner en fait leur vie, qu'est-ce qui changerait en fait. Et ils ont tous dit la même chose. J'aurais passé plus de temps avec mes enfants, j'aurais passé plus de temps dans la nature, j'aurais appris un instrument de musique, me serais plus amusé avec mes amis. Il n'y en a pas un qui a dit si je pouvais tout rembobiner, je vendrais plus de médicaments, ou j'optimiserais le BFR, ou je vendrais plus de casseroles. Il n'y en a pas un qui a dit ça. Donc le bonheur est immatériel. Faisons advenir de l'immatériel dans nos récits. Acceptons de générer le besoin du non-besoin, parce que la maison brûle et on n'a plus beaucoup de temps. Merci. Antoine, peut-être même question au sein de votre groupe. Quels sont les dossiers, vous, plutôt Non, mais enfin, je suis à la fois d'accord et pas forcément toujours d'accord, mais l'entreprise ne peut pas tout résoudre déjà. Moi, mon truc, c'est de dire, on passe beaucoup de temps au bureau, essayons déjà d'enchanter notre vie quand on travaille, hein. C'est déjà pas mal, ça. C'est-à-dire comment faire en sorte de se lever le matin avec bonne humeur pour ne pas arriver à la fin de sa vie en se disant, je me suis fait chier pendant 60 ans de ma vie au bureau, quoi. Bon. Et je le répète, il y a des choses formidables à faire, hein. Il ne faut pas se raconter d'histoire. Bon. Une fois qu'on s'est dit ça, nous, on a travaillé sur la parité. J'ai d'ailleurs... on a accéléré les choses avec une directrice générale qui est une femme chez Bell, ce qui est une très bonne nouvelle, hein. Donc, mais on est bien, je crois, sur la dimension de parité. Et les autres sujets, tout ce qui tourne autour de l'inclusion, sont des sujets qui sont embrassés par cette nouvelle direction avec enthousiasme.
Mais je le répète, je pense que l'entreprise ne peut pas tout non plus régler et ne doit pas tout régler. On est quand même un peu influencé par nos amis américains sur certains sujets. Je ne suis pas sûr d'être complètement convaincu par ce qui se passe là-bas. Cela dit, je crois qu'il faut laisser chaque génération aussi poser sa brique, et c'est ce qu'est en train de faire Cécile Béliot chez nous sur ces sujets-là. Voilà. Merci. Anne Fleur, et peut-être qu'on va conclure avec vous. Vous avez choisi vous-même de rester à bord du navire, à bord d'un système que vous critiquez régulièrement. C'est important pour vous d'être à l'intérieur, pour transformer le système de l'intérieur ? C'est effectivement la méthode parmi toutes les méthodes possibles que moi j'ai choisies. On me pose souvent cette question, et pas mal dans le sens par opposition à la désertion. On en a entendu parler tout à l'heure. Comme s'il y avait deux moyens, et il y avait les bons jeunes qui restent et les mauvais jeunes qui partent. Pour moi, c'est vraiment absolument pas comme ça que j'envisage. Il y a vraiment une notion de... Une fois qu'on a le même objectif, c'est-à-dire préserver les conditions d'habitabilité de notre planète, le sujet, c'est qu'est-ce que j'ai comme arme à ma disposition, qu'est-ce que j'ai comme compétence, qu'est-ce que j'ai comme position de pouvoir dans le monde tel qu'il est aujourd'hui, à l'instant T, que je peux mettre à disposition de cet objectif. Et, deuxième pendant, qu'est-ce qui me rend heureux ? Parce que c'est en étant heureux dans notre méthode d'action qu'on est le plus puissant. Et donc moi, aujourd'hui, je suis très heureuse de travailler pour les banques et les investisseurs à décarboner leurs activités. Et je le dis en rigolant parce que c'est pas du tout sexy dit comme ça, mais je suis convaincue de la puissance que ça a. Dans quelques années, une entreprise qui n'aura pas réfléchi à son plan de transition aura des taux de crédit plus élevés. Voilà, je lâche ça comme une menace pour la salle. C'est déjà le cas, hein, dans certains cas. Côté investisseur, c'est la même chose. On commence à le voir plus en plus, trop lentement, mais dans les assemblées générales, et même pour tous ceux qui ne sont pas cotés, vos actionnaires vous demandent des comptes sur ces sujets-là. C'est grâce à moi. Non, mais je veux dire, il y a vraiment... Enfin, je suis convaincue de la manne énorme que peut avoir le secteur financier sur la décarbonation de tout ce qu'on appelle dans la finance l'économie réelle, c'est-à-dire... Vous, les gens qui possèdent vraiment les industries, les gens qui ont vraiment la main sur ça, et tout ce que vous pouvez faire là-dessus, c'est de l'anticiper. Donc moi j'ai choisi cette méthode d'action-là, j'en suis fière, je ne dis pas du tout que ce sera celle pour toujours, parce que ce qui me rend heureuse changera peut-être. Donc je vous invite chacun à réfléchir à la méthode d'action qui vous est propre, et ce ne sera pas un choix définitif. Dites-le à tous les gens qui se posent des questions autour de vous. Si on fait un choix de méthode à un moment, si on fait le choix de déserter à un moment, ça ne veut pas dire qu'on doit le faire toute notre vie, sinon on n'est pas cohérent. C'est pas vrai, on peut changer, il n'y a pas de problème. Et ça, c'est vraiment assez important. Et il y a un dernier truc que je voudrais dire du coup pour conclure, c'est vous êtes dans un secteur qui a longtemps été... pas vraiment mis au premier plan de la transition environnementale parce qu'il est considéré comme indispensable. Dans tous les cas, il faut toujours soigner des gens. C'est quand même, si on veut préserver les conditions d'habitabilité de la planète, c'est pour que les gens vivent. Et les médicaments, c'est la même chose, quoi. Je schématise, mais voilà. Aujourd'hui, c'est plus exactement une excuse. C'est-à-dire que c'est pas parce que vous êtes un secteur indispensable que vous pouvez continuer à faire les choses de la même manière. Et il s'avère que, hasard de calendrier ou pas, j'ai vu aujourd'hui que la nouvelle feuille de route nationale sur la transition du secteur de la santé était sortie aujourd'hui. Donc il y a des outils à votre disposition. Vous avez le secteur public qui peut vous accompagner sur ça. Vous êtes tous ici, vous pouvez vous accompagner les uns les autres sur ça. Il y a plein de ressources qui existent pour faire l'empreinte carbone des médicaments, réfléchir à comment la réduire sur toute la chaîne de valeur, etc. Donc vraiment, il n'y a plus qu'à, quoi. Vous avez tous les outils à disposition, il n'y a plus qu'à. Et on sera là l'année prochaine pour vérifier si vous avez agi. Bon, merci beaucoup. Merci à tous les quatre parce que vous avez vraiment parlé avec sincérité de ce qui vous anime. Donc merci infiniment. Merci. Alors, je vous propose maintenant de regarder une très courte vidéo qui va justement vous présenter la démarche Pacte, le plan d'engagement sociétal des entreprises du médicament. Une vidéo, vous allez le voir, qui revient sur ce qui a été fait, mais qui souligne aussi tout ce qu'il reste à faire. Alors, on se retrouve juste après ce petit tour d'horizon.
Alors, vous pouvez, si vous le souhaitez, retrouver toute l'intégralité du rapport Pacte sur le site du LEM ou alors en téléchargeant ce QR code que vous retrouvez aussi sur les petites tables que vous avez autour de vous. Eh bien, pour poursuivre cette soirée, je vous propose maintenant d'accueillir Laurence Perrault, toute nouvelle directrice générale du LEM. Alors Laurence, on va revenir un peu sur votre parcours. Vous avez déjà une expérience très riche en termes de RSE. Vous êtes très engagée sur ces sujets sociaux, sociétaux et environnementaux. Ce qu'on aimerait savoir, c'est comment vous vous êtes forgé cette conviction. C'est vrai que je ne démarre pas ni dans le secteur ni dans l'entreprise, mais mes cheveux blancs en témoignent. Moi, ce que je peux vous dire, et la table ronde était passionnante pour ça, les entreprises que j'ai côtoyées, celles qui ont forgé qui je suis aujourd'hui, je crois, ce sont celles qui ont mis le bien commun au cœur de leurs propos. Quand j'ai travaillé il y a 10 ans chez Roche, plus récemment chez Danone, c'est des entreprises qui considèrent, et on en a beaucoup parlé jusque-là, que la performance intégrée était source de 2 choses importantes. La première, c'est source de croissance. Et la deuxième chose, c'est source de sens. Et pourquoi c'est extrêmement important? Parce que ça vous donne de l'attractivité sur votre secteur. Et là encore, il y a 2 choses extrêmement importantes. C'est que l'attractivité, c'est une source pour attirer des capitaux. Et j'y reviendrai notamment pour le secteur de la santé. Et c'est aussi une source pour attirer des talents. Et on est en plein cœur aussi de la guerre des talents. Et la jeune femme et les moins jeunes d'entre nous ont envie aussi d'être attirés pour créer du sens. Et donc, travailler dans des entreprises qui posent comme projet que le projet, c'est le bien commun, alors c'est s'assurer qu'à long terme, on va à la fois vers de la croissance durable et rentable. Et sans les 2 facteurs, je pense que ça n'a pas de sens dans le XXIe siècle dans lequel nous vivons. Alors Laurence, où en est le secteur pharmaceutique aujourd'hui sur toutes ces problématiques RSE qu'on a pu évoquer ce soir? Alors, souvent j'ai une phrase qui dit « on n'est pas parfait, mais on n'a pas rien fait ». Est-ce qu'on a fait assez? Probablement pas. Et effectivement, et Fabrice nous interpellait très, très sincèrement en disant ça s'accélère et qu'est-ce que l'on doit faire? Alors pour autant, ça s'accélère. Mais Étienne aussi nous disait tout à l'heure, c'est que si le temps qui passe accélère les défis, quand on est dirigeant d'entreprise, quand on est dirigeante d'une organisation au service du secteur de la santé, on doit prendre cet engagement au cœur de notre activité. Et c'est un peu le programme que je propose pour les mois et les années à venir avec les équipes du LEM et son conseil d'administration. C'est comment on va recréer finalement le monde, moi ce que j'appelle le monde du « et ». C'est à la fois de la croissance rentable et de la croissance responsable. Alors, ce que le secteur a fait, c'est quand même beaucoup de choses. Et on l'a vu dans le rapport Pacte. Alors, je vous incite à aller le télécharger. On n'a pas rien fait, même si on n'est pas parfait. Parce que pour moi, il y a deux grands sujets, finalement. On est assez en avance sur... et on n'y va pas assez loin. Mais malgré tout, on écoute les patients. On a sur la partie environnementale, il faut qu'on se le dise, il y a quelques semaines, on vient d'annoncer, et je crois qu'ils sont dans la salle ceux qui ont signé cet accord, le premier accord de branche, c'est historique, sur la décarbonation. Alors on l'a dit dans la table ronde avant, tout le sujet de la RSE et de la responsabilité ne se limite pas à la décarbonation, mais avoir un accord de branche, et c'est historique pour emmener toutes les entreprises, c'est quand même majeur. On va dans quelques jours annoncer également un rapport sur l'emploi et les compétences et de regarder comment le secteur a fait bouger les lignes sur les jeunes, les femmes, les situations de handicap, en tout cas tout ce qui aussi rassemble un corps social. Donc on est engagé, c'est un début, je crois que c'est la 2e rencontre, donc on donne rendez-vous sur les années à venir parce qu'on a engagé un mouvement mais il faut aller plus loin. Alors justement, aller plus loin, c'est quoi? Quelles sont vos ambitions? Alors aller plus loin, j'ai pas partagé encore, vous savez, c'est ma 3e semaine. Et c'est ma 2e sortie publique, entre guillemets, et je suis très respectueuse du fait que je représente à la fois les équipes du LEM, on est 70 au service de ce secteur, et un conseil d'administration avec qui je vais discuter dans les prochaines semaines. Donc ce que je vous dis n'engage que moi à ce stade, et si vous le répétez, je sais que c'est vous. Ce que j'ai envie de proposer, c'est quand on regarde le rapport, d'abord on a 40 entreprises. 40 entreprises, c'est 60% du chiffre d'affaires et 67% des effectifs. Donc c'est à la fois beaucoup, mais ce n'est pas le tout. Moi, j'ai envie de nous engager dans un
premier programme de transformation de nos engagements à 3 ans, en se disant, et what if, dans 3 ans, 100% des adhérents du LEM sont engagés dans cette démarche. Et la bonne nouvelle, c'est qu'en réalité, s'ils ne sont pas engagés dans cette démarche, en fait, à titre individuel, et les dirigeants sont engagés d'une certaine façon. Donc moi, j'ai envie de dire, premier grand défi, c'est que quand on revient peut-être l'année prochaine ou dans 2 ans, en tout cas, on est à 100% des entreprises engagées. Et je suis sûre que ça va le faire parce que de toute façon, que ce soit les jeunes générations, et je suis hyper d'accord avec la jeune femme qui a témoigné, mais aussi les plus anciens, on a envie que ça bouge. Donc que chacun fasse son quart de tour, en réalité. Et alors, comment on passe à l'action? Alors, moi, comment on passe à l'action? Finalement, ce que je raconte souvent à mes collaborateurs, moi j'ai une méthode, tout d'abord c'est le dialogue, parce que la situation à l'extérieur est suffisamment dure pour que on garde une capacité à discuter et à confronter les points de vue. Donc un dialogue avec les collaborateurs évidemment, un dialogue avec les parties prenantes encore plus, parce qu'on est quand même sur un secteur, mais c'est pas que le secteur de la santé. En général, les entreprises sont un peu auto-centrées. Et donc, quand on regarde nos objectifs avec nos propres lunettes, on est assez d'accord avec nous-mêmes, d'une certaine façon. Donc moi, j'incite, première chose, à ce que nous-mêmes, on intègre dans notre gouvernance les parties prenantes. Je quitte une entreprise qui était entreprise à mission. J'ai vu la puissance d'aller discuter avec les parties prenantes. Moi, ce que j'aime souvent dire, d'ailleurs, c'est j'aime pouvoir se dire quand est-ce qu'on est d'accord ou pas, et être même d'accord sur nos désaccords, mais en tout cas, confronter les points de vue. Donc ma méthode, c'est le dialogue. Ma méthode, c'est la confrontation avec des parties prenantes pour ne pas être auto-centré, parce qu'on nous attend bien plus que là où on est aujourd'hui. Et donc ça va démarrer dès demain, parce que quand je dis dès demain, c'est même demain vendredi. Je réunis les équipes, une partie des équipes du LEM. On va se voir entre novembre et décembre pour préparer le projet, parce que je trouve que ces engagements doivent se faire en fonction d'un projet collectif que l'on va mener. J'ai donné rendez-vous au conseil d'administration du LEM en janvier pour partager ce projet, pour qu'on s'engage. Et fin janvier, je pense qu'on sera en mesure d'annoncer la nouvelle feuille stratégique qui intégrera évidemment la performance intégrée, parce que je crois à la croissance rentable. Oui, parce qu'on a besoin de mobiliser des capitaux, parce que l'innovation, ça demande des capitaux, mais on doit s'engager sur une croissance responsable, parce qu'il faut créer de l'envie dans ce secteur, parce que sauver la vie des patients, c'est quand même ce qui nous mobilise tous les jours. Merci beaucoup, Laurence Perrault. Je vous en prie. Merci. Eh bien, place maintenant à la remise tant attendue des trophées Pacte qui vont ce soir donc récompenser des entreprises du médicament qui sont engagées et mobilisées sur des sujets RSE. Alors pour ça, j'invite Thomas Borel, le directeur scientifique et RSE du LEM, à qui je passe le relais. Thomas qui va avoir la joie de remettre lui-même ses trophées. Merci Constance et bonsoir à toutes et à tous. Peut-être avant de faire cette cérémonie de conclusion et importante pour beaucoup d'entre vous, c'est-à-dire de nombreuses entreprises qui sont dans la salle et qui ont postulé pour des trophées RSE cette année, je vais juste témoigner moi aussi de mes quelques années d'expérience autour de ce projet qui est un projet sectoriel, collectif, qui consiste à essayer de valoriser et de mettre en avant autant que possible les initiatives les plus structurantes portées par un certain nombre d'entreprises. Et pour commencer, je voudrais quand même juste indiquer que ça fait moi quelques années que je suis au LEM aujourd'hui. Quand on parlait de RSE, et d'ailleurs j'aimerais bien qu'en sortant de cette salle, on se dise que cet acronyme, on le sort de nos éléments de langage, parce que c'est un acronyme qui est quand même très barbare par rapport à ce dont on parle, c'est-à-dire du sens profond de la société et de l'humanité. Je fais cette réflexion sur les années antérieures. On parle de RSE au sein des entreprises du médicament. Les entreprises du médicament regardent ça, et j'en fais partie. J'assume volontiers en disant, finalement, la mission du secteur, c'est une mission de bien commun, puisqu'on fabrique des produits de santé.
Donc la RSE, c'est quelque chose d'à côté, mais peut-être moins urgent ou moins vécu de façon moins urgente que dans d'autres secteurs, comme Fabrice, tu l'évoquais, dans le bâtiment ou dans d'autres. Non pas qu'on ne soit pas aussi émissif, qu'on ne soit pas aussi à engager la biodiversité, mais néanmoins, le produit de santé étant ce qu'il est, on n'est pas des lessiviers, on n'est pas un secteur qui a ce côté engagé par lui-même. Et je vois en 8 ans, puisque c'est effectivement la 5e édition, depuis 2015 nous conduisons ces trophées RSE, combien cette dynamique s'est transformée, combien le progrès qu'évoquait Étienne Klein est un progrès avant tout, je dirais, de sens à donner à tout ça. Tout n'est pas encore intégré dans les entreprises, tout n'est pas encore pris en compte, etc. Mais ce qui est sûr, c'est quand un certain nombre d'entre vous, puisque vous êtes un certain nombre aujourd'hui dans la salle, on en discute. On ne parle plus de l'acronyme RSE, on ne parle plus de quelque chose qui est du côté ou à côté de l'entreprise, mais on parle de quelque chose qui est intégré dans l'entreprise. Et au titre de mes fonctions du LEM, qui me permet de voir ça de façon assez transversale dans le secteur du médicament, c'est très riche et très enthousiasmant pour le sens qu'on essaye de donner tous et toutes à cette action en matière d'engagement. Voilà, je voulais faire ce petit point avant de rentrer dans les trophées eux-mêmes que vous attendez toutes et tous impatiemment. Peut-être juste un mot sur le parcours de sélection de ces trophées. Donc, ce sont des trophées cette année qui sont des trophées Pacte, qui n'ont concerné que les entreprises qui se sont engagées dans le processus Pacte, les 40 entreprises volontaires. Et elles sont 14 à avoir souhaité partager ou porter un projet à connaissance d'un jury, que je vais commencer par remercier ce soir, parce que nous avions, comme toujours, un jury indépendant. Un certain nombre d'entre eux sont dans cette salle. Et je vais donc remercier précisément, je crois que Dominique Lemestre est là, qui est administratrice, bonsoir Dominique, administratrice ou ancienne de la Fondation de France et administratrice de différentes fondations aujourd'hui, donc de parcours très variés. Marie Marchand-Pilar, qui avait été, que vous connaissez bien, puisqu'elle est effectivement juriste au sein d'Entreprises pour Environnement. Nous avions Pierre Victoria, qui est malheureusement, je crois, absent ce soir, qui est le président de la plateforme RSE, une plateforme importante pour consolider les différents travaux, actions RSE dans différents domaines au sein abrité par Matignon. Jean Ornin, qui je crois est là ce soir, qui est le directeur général de Citeo. Citeo, la grosse entreprise je ne sais pas d'ailleurs, c'est un statut d'entreprise ou sûrement d'entreprise à mission, et dans la mission précise est justement d'assurer la récupération de nos emballages et le recyclage de nos emballages. Et enfin, Benjamin Blavier, qui n'a malheureusement pas pu venir ce soir, qui est coprésident de l'association Article 1 et cofondateur de l'Ascenseur, que nous avions d'ailleurs eu l'occasion de récompenser l'an dernier au travers d'un projet porté par une de nos entreprises adhérentes. Voilà, donc c'est important. Je vous propose de les applaudir pour ceux qui sont dans la salle, parce qu'ils se sont donné du mal, ils ont pris du temps, ils ont lu vos dossiers, et donc c'était important de le souligner. On passe à la phase des trophées. On va donc pouvoir démarrer sur, peut-être juste avant cela, témoigner aussi, puisque moi je n'en suis qu'un observateur ou un organisateur de ces jurys. Je voudrais juste témoigner pour un certain nombre de membres du jury qui sont là depuis longtemps, et ce qui a été fait cette année quand on a vu passer l'ensemble des projets qui ont été soumis, c'est-à-dire les projets, 26 projets de 14 entreprises, c'est de voir à quel point la maturité des projets a effectivement est dans une courbe ascendante assez incroyable. C'est-à-dire que de projets qui pouvaient être concernés, on va dire, le champ très large de la RSE, c'est-à-dire tout et rien dire, qui pouvaient être des sujets d'intérêt général, certes, mais qui n'étaient pas toujours très structurés, qui n'étaient pas toujours très ancrés dans l'entreprise. On a vu passer dans cette session d'évaluation des projets quasiment que des projets qui étaient effectivement très clairement ancrés dans l'entreprise, dans les différents domaines qu'on a souhaité récompenser, c'est-à-dire le domaine de la gouvernance, le domaine social et sociétal, ainsi que le domaine environnemental. Voilà. Témoignage. Donc maintenant, on va passer effectivement à la remise des trophées. On va commencer par le trophée environnement. Et donc, avant d'appeler l'heureux élu, l'entreprise heureuse élue, je vais aussi redire combien ces projets-là, et c'est peut-être le domaine dans lequel, effectivement, les projets sont le plus structurés et sont devenus de plus en plus solides et ancrés dans l'action de l'entreprise en général. Je dis ça par rapport à d'autres catégories qui avaient déjà fait cet effort de structuration auparavant. Et ils vont
de sujets. On évoquait tout à l'heure, je crois que c'est Anne Fleur qui évoquait ça, de comment est-ce qu'on mesure, comment est-ce qu'on prend en compte, non pas en mesure, mais on agit sur l'impact environnemental du produit de santé dans toute sa chaîne de valeur. Et pas uniquement en disant, bah, tiens, je vais mesurer l'impact environnemental ou l'impact carbone des émissions d'une usine. Non, c'est effectivement le médicament du début à la fin. Et le médicament pèse effectivement, on le sait, assez lourd dans toute la chaîne de valeur jusqu'à sa consommation finale et même son élimination. Des projets aussi qui visent à travailler sur le recyclage de l'emballage, tout ce qui va autour du plastique, du plastique à usage unique, des choses sur lesquelles le secteur s'est aussi mobilisé. Donc beaucoup de sujets ont été abordés de façon extrêmement construite, mais il a fallu choisir parmi les 5 un heureux élu. Bonsoir Vara Sdiri, bonsoir Carole, je ne te serre pas la main parce que sinon tu vas mal tomber et ce serait dommage. Eh bien écoutez, félicitations. Merci beaucoup. Ravi de vous avoir toutes les deux. Je ne sais pas si on peut avoir un micro. Merci beaucoup. Vous avez monté, construit, développé un projet qui, je le disais tout à l'heure, assurément dans l'entreprise. Complètement ancré dans l'entreprise, puisque ça concerne le site de production de Dunkerque que vous dirigez, Vara, et sur lequel, effectivement, le jury a considéré qu'on était dans l'intégralité de ce que peut faire un site de production industrielle pour limiter la réduction de ses émissions carbone. Vous le faites à Dunkerque. Peut-être vous allez nous en dire sûrement un peu plus et nous dire notamment en quoi est-ce que ce projet est innovant et différenciant par rapport à vos activités. Merci. Donc, bonsoir. Écoutez, c'est avec beaucoup d'émotion et je suis vraiment ravie au nom de toute l'équipe, de tous les collaborateurs de AstraZeneca Dunkerque, mais également AstraZeneca France et toutes les fonctions qui ont supporté ce projet. Je voudrais juste revenir sur deux mots qui sont revenus très souvent dans la discussion, dans les différents échanges. Il y a urgence climatique et c'est une crise, on parle de crise climatique. La crise climatique est considérée comme la plus grande crise de santé publique de notre époque, et avec des conséquences qu'on observe déjà sur notre santé, et à l'instar des maladies, du cancer du poumon ou les décès qui sont liés à la pollution de l'air, qui ont augmenté de 160% au courant des 30 dernières années. Donc bien entendu, en tant qu'entreprise de santé, il était de notre devoir d'agir, d'autant que le secteur de la santé est responsable de 5% des émissions des gaz à effet de serre au niveau mondial. Donc avec notre programme, comme on agit, c'est avec notre programme Ambition Carbone Zéro, où nous nous sommes engagés en tant qu'entreprise de réduire de 98% d'ici 2026 nos émissions de carbone dans les scopes 1 et 2, de réduire de moitié également nos émissions et notre empreinte dans notre chaîne de valeur avec d'ici 2030 et avec une ambition d'atteindre les 90% de réduction d'ici 2045. Donc le site de Dunkerque s'inscrit très très bien dans cette démarche et dans cette stratégie, puisque nous sommes un site de fabrication, de développement et de fourniture de produits aérosols qui sont utilisés dans les maladies respiratoires. Et nous représentons le site de Dunkerque, donc de par notre activité, nous représentons 17,8% de l'empreinte totale du groupe dans les scopes 1 et 2. Donc il était urgent d'agir. Nous nous sommes engagés sur 3 axes principaux. Au-delà donc de l'implémentation ou le déploiement des énergies renouvelables, nous avons agi sur nos procédés de fabrication, donc par l'élimination des gaz qui étaient utilisés dans nos machines, enfin dans nos lignes de production de remplissage, avec le vacuum purge, la mise en place du vacuum purge, mais aussi capturer tout ce qu'on n'arrivait pas à éliminer et à supprimer dans nos procédés d'assemblage et de packaging avec la mise en place de la cryocondensation. Et le troisième, je sais que j'ai dépassé, il y a beaucoup à dire. Le scope 3, on agit également dans le scope 3 avec le développement d'une nouvelle génération d'inhalateurs en utilisant un gaz propulseur avec un potentiel de réchauffement climatique proche de zéro qu'on développe avec notre partenaire Honeywell. Voilà. Merci. Le défi. Merci. Le défi, non merci. Le temps est écoulé. Non. Allez, un mot sur le défi. Le défi, j'allais juste dire. Oui, mais il y a beaucoup à dire.
Ouais, non, il y a beaucoup à dire, mais même si le temps est écoulé, c'est vrai que c'est quand même important pour une entreprise qui a un site de production des inhalateurs pour traiter des maladies bronchopulmonaires. On est d'accord. De réduire ce qui est de l'émission qui va conduire à des maladies bronchopulmonaires, comme vous l'avez souligné. Exactement. C'est très bien de l'avoir fait et nous vous en félicitons. C'est pour ça que vous êtes récompensés aussi. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Vara. Merci à toutes les deux. Je pensais bien que vous repreniez effectivement l'objet parce que je pense que Carole sera dans une population. Merci. Hop. Alors, merci beaucoup à toutes les deux et félicitations pour ce prix. Alors ensuite, je vais remettre le prix dans l'autre catégorie. Cette année, on a mixé une catégorie sociale-sociétale. Non pas qu'elle n'apprend pas des sujets différents, mais il nous paraissait... Alors, je vais essayer de tenir ça en plus. Merci beaucoup. Je vais le poser. Il nous paraissait important de les réunir. Et donc, merci. Je voulais simplement témoigner sur ces projets, sur cette catégorie-là. On voit passer, donc là on avait 11 projets qui ont été encore une fois des projets solides. Et de façon assez classique et traditionnelle dans ce domaine du sociétal, on voit évidemment passer beaucoup de projets sur l'accompagnement du patient. Ça a été évoqué tout à l'heure dans le cadre de Pacte. Beaucoup de projets structurants parce qu'on est au cœur des métiers de nos entreprises et de la façon d'appréhender le patient, pas uniquement comme celui qui va bénéficier du produit, bien entendu, mais aussi dans l'ensemble de son parcours de soins. Mais on voit aussi passer de plus en plus, les jurys voient aussi passer de plus en plus, des projets qui visent justement à intégrer dans les catégories sociales la diversification, la diversité, pardon, plus que la diversification, la diversité des populations, la prise en compte de tout ça, et encore une fois à un haut niveau de l'entreprise, et c'est intéressant de le regarder ainsi. Et on voit aussi passer des projets qui sont lauréats ce soir, et donc je vais lancer en disant ça le jingle, je vous remercie. Pour la catégorie sociale et sociétale, nous avons le plaisir de récompenser ce soir le projet porté par l'entreprise Sanofi et Diane Brément, directrice RSE, qui nous rejoint. Bonsoir. Diane. Merci. Alors, je commence par te donner ça, mais je vais le reprendre pour... Non, ça va? C'est bon, c'est pour te laisser une main libre. Mais ça va aller? Ok, parfait. Félicitations, Diane. Ce projet, c'est un projet Cancer et Travail, Agir Ensemble, qui est un magnifique projet. On l'a évoqué, je crois que Thierry l'évoquait en introduction, sur justement les aidants, la prise en compte du cancer au travail, et peut-être nous dire où vous en êtes, ce que vous avez fait et comment vous pensez le déployer. Mais ça fait, déjà, merci infiniment. Et au nom des 150, il y en a ici dans la salle, des 150 antennistes Cancer et Travail Agir Ensemble qui agissent depuis 5 ans chez Sanofi pour ce programme qui donc accompagne les collaborateurs touchés par le cancer, que ce soit eux ou qu'ils soient aidants. C'est vraiment un programme qui aujourd'hui a touché plus de 300 personnes dans l'entreprise. Et à la question, est-ce qu'on va le déployer? Eh bien, on est déjà en train de le déployer. Alors déjà, vous me direz, ça fait 5 ans. Mais il fonctionne véritablement. Et au-delà des frontières de la France, on est en train de l'internationaliser. À la fin de l'année, on est très heureux de dire qu'il y aura près de 50 personnes formées au counseling, écoute active, qui est la base de ce programme. 18 pays vont l'appliquer en local. Donc c'est une vraie internationalisation. On est aussi en train de travailler sur une modélisation, c'est-à-dire que pour qu'on passe, comme dirait Étienne Klein, d'une innovation sociale à un vrai progrès, que ce soit intégré dans les entreprises systémiques, et ben on modélise pour qu'on ait des kits faciles, compréhensibles, appréhendables par tous, et on voudrait vraiment faire un bien commun de cette innovation sociale. Et aujourd'hui, du coup, j'en profite. Je vous avais demandé la permission avant. Hein. J'en profite, voilà, parce qu'on aimerait vraiment partager avec vous au-delà des best practices, ce programme en profondeur, comment il peut transformer l'entreprise avec vous, adhérents du LEM. Donc, je vous donne rendez-vous. Je ne sais pas de quelle manière, mais j'espère l'année prochaine pour partager. Voilà. Merci Diane. Alors là, ce ne sera pas l'année prochaine, le rendez-vous, ça se fera bien avant. On n'a rien préparé sur la date ensemble, mais on savait que l'intention était là et donc on va mettre ça en place pour favoriser toutes celles et ceux d'entre vous qui souhaitent développer ce type de programme, de s'inspirer de ce qui a été fait pour déjà 20 000 collaborateurs en France pour Sanofi et bientôt 100 000, sauf erreur de ma part, avec sur l'ensemble de la planète. On est dans l'action. Ok, super. Merci Diane. Merci beaucoup. Félicitations. Je reprends le micro. Merci. Donc la troisième catégorie officiellement je dis officiellement parce que vous allez voir quelques petites surprises ensuite, de remise de prix ce soir, c'est sur la catégorie gouvernance. Alors je dirais que c'est toujours une catégorie
intéressante parce que, en gros, autour de cette catégorie, la prise en compte des parties prenantes dans la façon dont on construit une stratégie dans l'entreprise, l'intégration des parties prenantes aussi dans les orientations et les priorités de l'entreprise, la façon dont tout ça est impulsé de haut en bas, si je puis dire, c'est-à-dire à toutes les strates de l'entreprise, jusqu'au conseil d'administration parfois. Et donc, ça donne lieu à des discussions toujours assez intéressantes et on voit, je dirais, des niveaux de maturité assez variés parce qu'évidemment, selon la taille des groupes, selon leurs caractères familiaux ou côté en bourse, etc., tout ça est assez complexe. Et on voit quand même des projets qui progressent. Et notamment ce soir, je vais avoir le plaisir de remettre le trophée à l'entreprise qui va s'arriver sur l'écran, n'est-ce pas? Merci. Donc pour l'entreprise Roche, Marie Husset, Nathalie Carius, Pierre Escarius, bonsoir à toutes les deux. Merci de venir partager Roche et coutumier, je dirais, des trophées RSE, parce que vous avez déjà eu l'occasion de gagner le trophée, jamais dans cette catégorie-là, sauf erreur de ma part. Et ce projet que vous avez porté est un projet qui est particulièrement structurant parce que, je vais vous laisser en parler bien entendu, c'est l'intégration d'un critère RSE dans l'intéressement des collaborateurs. Ce qui n'est quand même pas simple parce que c'est bouger effectivement des mécanismes de financement ou de paiement sur objectifs et intéressement qui ne sont pas si simples dans des grandes entreprises comme Roche. Donc Marie, peut-être quelques mots pour nous dire comment vous avez effectivement construit ce projet et comment est-ce que vous avez convaincu globalement le management, parce que les critères d'intéressement, ça ne se bouge pas comme ça juste par la bonne volonté des personnes que vous êtes. Effectivement, ça ne se bouge pas comme ça, mais en fait, chez Roche, on n'a pas vraiment eu à convaincre le COMEX, parce qu'ils étaient déjà très convaincus. En fait, la RSE était très très bien embarquée au niveau du COMEX. En revanche, ce qu'on s'est dit, c'est comment est-ce qu'on fait pour embarquer l'ensemble des collaborateurs dans cette dynamique. Et on s'est dit, bien, quoi de mieux qu'un critère d'intéressement RSE? En fait, il n'y en a pas un, il y en a deux. Il y a quelque chose autour des journées de solidarité que font les collaborateurs dans les associations. Et il y a quelque chose autour des projets, parcours, patients qui mesurent leur impact. Voilà, donc on a deux critères d'intéressement. Ça a été rendu possible aussi, et ça je le tiens à souligner parce que c'est hyper important, parce que les partenaires sociaux nous ont suivis dans cette démarche. Sinon, ça aurait été extrêmement compliqué. Voilà, et puis en fait, un immense merci au jury d'avoir été sensible à cette démarche qui n'a pas été simple, mais en tout cas aujourd'hui, voilà, on est très très fiers de recevoir ce trophée. Merci. Merci Marie. Juste, là aujourd'hui, elle s'applique donc aux collaborateurs de Roche France, c'est ça? Vous êtes combien sur le territoire France Roche? On est entre 500 et 600. D'accord. Et il y a des extensions possibles, vous pensez, dans d'autres pays chez Roche? C'est des choses que vous avez envisagées ou pas? Eh bien, on y réfléchit. Alors, ce qu'il faut quand même savoir, c'est que l'intéressement, c'est quand même quelque chose de très français. Voilà. En revanche, il y a quand même un bonus à l'échelle mondiale chez Roche qui est relié à des aspects de responsabilité. Voilà. Super. Parfait. Ben, merci beaucoup. Merci à vous pour ce témoignage et félicitations pour ce prix. Donc je disais, il y a des choses qui ne sont pas toujours prévues dans les programmes. En l'occurrence, celui-ci est un classique, mais il n'était pas dans les catégories officielles. C'est le prix coup de cœur de jury. Ce n'est pas juste un prix coup de cœur du jury qui dit bah, tiens, on va se rajouter un petit prix coup de cœur histoire d'eux. C'est plus un jury qui se pose des questions parce que ces dossiers sont évalués avec beaucoup de précision, avec sur la base de grilles, de quantitatifs et surtout beaucoup de quali. Et le pitch que les uns et les autres font devant les membres du jury est important. Et qui se dit comment je vais décider, parce qu'en fait j'ai plein de beaux projets, j'ai plein de projets sur lesquels que j'ai envie de soutenir. Donc en l'occurrence, cette année, il y a un prix coup de cœur du jury, mais le jury a décidé de récompenser 2 entreprises sur un prix coup de cœur. Vous ferez le total après du nombre de prix qui ont été décernés ce soir. En l'occurrence, il y en a 2 pour ce prix coup de cœur. Et donc j'ai le plaisir de ne pas citer les entreprises, mais de vous demander de lancer le jingle, s'il vous plaît, pour les récompenses des prix coup de cœur. Et donc c'est l'entreprise Amgen et l'entreprise Sandoz qui vont se mettre respectivement à droite et à gauche, c'est-à-dire sous leur nom, parce que ce prix coup de cœur, bonsoir mesdames, félicitations pour vos actions. Ces actions, elles ont été récompensées parce que vous avez ici, et vous pourrez les regarder plus en détail, 2 campagnes de communication qui sont extrêmement percutantes.
L'une sur effectivement les aidants. Vous allez nous en dire un mot tout de suite, si vous voulez. Eh bien, déjà, on souhaite remercier le jury pour ce prix coup de cœur qui nous touche beaucoup. Donc, je vais commencer par 3 chiffres. Il y a 11 millions d'aidants en France. Il y a un Français sur 5 qui est aidant. Et il y a surtout 500 000 jeunes de moins de 25 ans qui aident au quotidien un proche malade. Donc, en fait, on a réuni 10 associations de patients qui représentaient 7 aires thérapeutiques. Et on a souhaité réfléchir avec eux un sujet qui pouvait être commun à toutes ces pathologies. C'est-à-dire on n'a pas réfléchi en silo, on a cassé les barrières des aires thérapeutiques. Et il y a vraiment un sujet qui est ressorti et ce qu'ils souhaitaient, c'était remercier en fait les aidants qui œuvrent au quotidien. Et pour ça, on a choisi un angle assez innovant, un peu décalé, et on s'est attaqué, entre guillemets, au monde des influenceurs, en se disant qu'en fait, l'aidant, il a besoin d'un seul like pour dire qu'il est apprécié du malade qu'il aide au quotidien. Donc ça a été très fort. Il a fallu convaincre le comité de direction parce qu'on avait justement cette approche et que ça a pris du temps parce qu'on avait 15 collaborateurs de chez Sandoz qui travaillaient sur ce projet qui était selon la méthode du design thinking. Donc le comité de direction a accepté de donner du temps humain en fait et aussi de donner les moyens financiers qui nous sont propres à nous chez Sandoz. On a fait une diffusion assez large et on sait aujourd'hui qu'on a 14 millions de personnes qui ont pu voir notre campagne. Félicitations, parce que je tiens à dire aussi, et j'aurais dû le souligner en introduction, vous avez aussi des projets qui sont portés évidemment par la conviction des porteurs de projets que vous êtes, toutes les 4, et qui sont beaucoup d'entre vous autour de la salle, et avec des moyens qui sont quand même limités aussi. Mais vous le portez, vous continuez à le porter, vous continuez à l'inscrire dans une priorité de l'activité, donc félicitations, et je vous remets officiellement, Élodie et Anaïs, le trophée, et vous remercie, Nathalie, pardon. Merci beaucoup, je ne vous avais pas présenté, merci beaucoup, félicitations. Et alors, pour l'entreprise Amgen, c'est pareil, c'est pour une belle campagne de communication sur laquelle vous êtes fortement ancré et dynamique. Je vous invite à regarder précisément, peut-être pouvez-vous le commenter, Naïs, les affiches, parce qu'elles sont effectivement bien réussies sur le fond, qui vise à lutter contre la discrimination. C'est ça l'objectif que vous portez chez Amgen autour de ça. Exactement, tout à fait. Alors, on va faire un peu de storytelling, et franchement, cette affiche illustre parfaitement. Quand j'ai commencé à travailler, il y a quelques années maintenant, on m'a sorti Anaïs, tu as été prise parce que tu es jeune et jolie. Alors pour moi, je ne sais pas si certains de vous l'ont, mais ça a un peu ravivé en moi mon syndrome de l'imposteur. Et ça, pour le coup, je le souhaite à personne parce que c'est un gros travail au quotidien pour certaines personnes. Du coup, il faut savoir aussi qu'en France, 1 personne sur 2 a été victime de, entre guillemets, discrimination, parce que pour le coup, c'était une discrimination. Et c'est pour ça, chez Amgen, avec Charlotte, on a voulu s'engager là-dessus en mettant en place une campagne. Et notamment, vous avez celle-ci chez Amgen, donc nos équipes de développement ont tenté de développer un traitement qu'on a appelé Jeune Vioc. Malheureusement, on ne l'a pas encore sorti, mais on travaille là-dessus pour le sortir et pour lutter justement contre l'agisme qu'on peut avoir en entreprise. Il faut savoir aussi que cette campagne, c'est juste la partie immergée de l'iceberg. Avec Charlotte, on a tout un groupe diversité et on fait énormément d'actions pour lutter contre la discrimination. Et aussi, on est sur d'autres sujets actuellement dans le groupe diversité, un sujet sur lequel a travaillé Sanofi. Donc, vous nous verrez peut-être bientôt avoir, on ne sait pas, un prix là-dessus. Donc voilà. Okay, en tout cas, on est ravis d'avoir eu ce prix aujourd'hui et d'avoir été récompensés. Merci travail. Anaïs. Merci Charlotte Anaïs. Tenez, je vous remets le prix officiellement, qui est un prix, comme vous voulez, éco-responsable. Merci à toutes les 4. Félicitations pour ces belles campagnes de com. Et je vous invite à les regarder pour celles et ceux qui ne les connaissent pas encore. Je vous en prie. Passez par là parce que vous avez le panier garni, qui n'est pas le panier garni juste de la foire, de la fête foraine, mais qui est un panier garni en hommage à ce lieu. Ça te fait rire, Julie.
en hommage aux 14 000 mètres carrés de culture végétale qui se trouvent sur le toit. C'est la plus grande culture végétale urbaine d'Europe, du monde. Je ne sais plus ce que je devais dire. Du monde, d'Europe, ok. Bon, on finit avec un dernier prix, qui est un prix cette fois-ci nouveau, qui est un prix des internautes. On a décidé de faire voter les internautes sur des projets qui étaient présentés par certaines de vos entreprises. Et pourquoi? Parce que ça s'inscrit dans la continuité d'un travail porté par le LEM depuis maintenant depuis 1 an, je pense à peu près, qui consiste tous les jeudis à poster des projets RSE portés par vos entreprises. Alors ça provoque un nombre de likes, c'est ça on dit Martha, de likes conséquents. J'ai des chiffres sous les yeux qui sont impressionnants. 238 000 impressions, c'est bien ça, au total. Et donc c'est quand même effectivement une façon aussi de communiquer sur vos projets et sur les belles réalisations des uns et des autres. Et donc suite à ça, on a lancé le prix internaute autour de 4 projets qui ont été proposés aux internautes. Et donc, évidemment, l'un d'entre eux a gagné. Cette fois-ci, il n'y en a qu'un sur le prix internaute. Et donc, je vous propose sur le jingle de découvrir le prix internaute, qui sera remis à... Bonsoir Carole. Non, on s'est déjà vu, tu as perdu une béquille depuis tout à l'heure. Bonsoir Valentin. Pour le micro, parfait. C'est pour le micro, ok. Donc tu ne vas pas prendre le prix, par contre c'est Valentin qui va recevoir le prix. Et Carole, tu vas nous dire en quelques mots pourquoi ce prix est important pour vous et ce que vous avez fait autour de cette campagne. Alors, ce prix il est important pour nous parce que c'est la 2e année qu'on lance cet événement dans le cadre de l'opération Girls Belong Here et de la journée internationale de la fille. Girls Belong Here, c'est un mouvement qui a été lancé par Plan International et on a très tôt fait un partenariat avec eux et notamment via notre Young Girls programme qui est dédié par les jeunes. Et c'était un projet qui nous tient à cœur parce qu'il est avec notre partenaire, l'Ascenseur. Et donc, l'idée au départ, c'était de permettre à de jeunes bénéficiaires femmes de les aider à briser finalement les tabous autour de l'égalité homme-femme, de briser aussi tous les biais inconscients qu'on pouvait avoir rencontrés, nous, plus seniors dans nos carrières, de leur donner aussi des codes. On a fait des ateliers, des workshops, et puis la première édition où il y avait une 40aine de participantes, on a vu que les volontaires d'AstraZeneca et des associations d'ascenseurs seniors ont appris à apprécier autant que finalement les jeunes bénéficiaires. Et on s'est aussi et surtout rendu compte de l'appétence pour la carrière en santé. Et donc, on a fait cette année une 2e édition avec cette fois-ci, en plus, Femmes de santé, qui est donc venue avec un certain nombre de leaders à elle. Et surtout, cette fois-ci, c'est pas juste une soirée, c'est le début d'une grande aventure puisque Article 1 a lancé toute une opération de mentorat avec Femmes de santé et donc AstraZeneca. Et grâce à ça, donc, un certain nombre de jeunes filles ont pu partir avec des mentors dans la santé, professionnels de santé, acteurs de santé divers et variés, et donc aussi chez nous. Donc on est très très fiers et on a choisi le prix internaute parce que c'était une OP qui était absolument collective et collaborative. On espère surtout qu'il y aura beaucoup plus de monde l'année prochaine qui le fera encore et qu'on donnera envie à d'autres entreprises. Donc voilà, c'était un beau moyen de mettre de la lumière sur un projet qui nous tenait à cœur. Super, merci Carole. Je profite pour dire que si Benjamin Blavier n'est pas là, puisqu'il est fondateur de l'Ascenseur, mais vous avez l'avocate de Benjamin Blavier qui est ici présente, puisqu'effectivement convaincue avec les travaux qui sont conduits avec l'Ascenseur depuis longtemps pour AstraZeneca. Félicitations à tous les deux, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Bon, eh bien écoutez, j'ai une bonne nouvelle ou une mauvaise pour ceux qui étaient venus dans la salle pour remporter un prix. Il n'y a plus de prix à offrir, d'ailleurs il n'y a plus rien sur la table et il n'y a plus de panier garni. Si vous en gardez un, madame, c'est pour eux, d'accord. Donc c'était effectivement... Carole, tu veux bien prendre ta béquille et aller chercher le panier garni, s'il te plaît? Bon, il me reste en un mot à conclure cette soirée. D'abord, pour vous remercier les uns et les autres d'être là. Vous êtes plus nombreux que jamais sur cette soirée des trophées RSE, qui témoigne effectivement de tout l'intérêt que tout le monde porte à ce sujet dans la salle. Et je m'étais dit que je bannissais le sujet RSE de mon vocabulaire, donc je vais commencer par le faire tout de suite. Donc pour cette soirée d'engagement,
que nous avons tous et que nous portons tous. Je vais évidemment remercier les intervenants qui ont pris le temps de venir, qui nous ont donné du sens et de l'énergie pour continuer à œuvrer dans ce champ. Et puis, bien entendu, je vais vous demander d'applaudir très sincèrement les équipes du LEM qui sont mobilisées autour de ça. Julie Langevin, Julie Drienne, l'ensemble des équipes de la com, Caroline Barbet, Lucille et bien d'autres qui se sont tous mobilisés et qui sont mobilisés en permanence pour faire vivre nos actions, vos projets et l'action sectorielle du LEM en la matière. Voilà. Merci à tous. Vous avez un cocktail qui nous attend et pour se rencontrer et discuter tous ensemble. Et bonne soirée.